Méthodologie, signe et fruit de l'évolution intérieure lorsqu'elle est bien menée, c'est le titre de cette vidéo. Là, c'est plusieurs témoignages que j'ai réunis en une seule vidéo. Ça risque d'être un petit peu long, mais ça risque d'être vraiment très intéressant pour non pas des personnes qui sont en quête d'information, mais pour des personnes qui ont une véritable aspiration à une transformation intérieure. Voir comment ça s'opère concrètement, voir des étapes qu'on peut identifier et des modifications que vous pourrez peut-être apercevoir dans les témoignages de cette personne qui est d'accord que je partage pour le bien général, pour l'intérêt des personnes qui sont qui veulent avancer. L'avantage de ces vidéos de témoignages, c'est qu'elles font quelques dizaines de vues, 100, 150, 200, parfois plus, mais ça reste un cercle intimiste, donc ça permet de pouvoir dire plus de choses et approfondir des sujets. Voilà, donc c'est le témoignage d'une personne qui a une grande aspiration et qui a une grande assiduité dans les ateliers et les conférences et surtout dans la mise en pratique des outils. C'est un tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement travailler tout seul ses choix. Travailler tout seul chez soi, c'est très difficile. Venir simplement à des conférences, des ateliers, des stages, on vit des choses, on vit des expériences, mais ça ne s'intègre pas dans le quotidien. Il faut réunir les deux. Travailler laborieusement chez soi, mettre en application jour après jour, instant après instant, incarner ce qu'on a touché dans les stages, par exemple, dans son quotidien, avec des outils qui sont proposés pour ça, et participer, effectivement, suivre un enseignement, quel qu'il soit, que ce soit l'énéagramme, la quatrième voie, que ce soit le yoga, que ce soit enfin, le yoga dans sa forme originelle, une voie de transformation intérieure, la voie de l'union, en fait, pas le travail de posture, forcément. Le yoga tantrique, par exemple, ne connaît pas le hatha yoga, le yoga postural, ça n'existe pas. C'est un travail particulier, un travail de l'esprit, un travail de vigilance et d'ouverture au quotidien, dans toutes les situations de l'existence. Voilà, choisir sa propre voie, celle qui nous correspond, et s'inscrire dans cette voie et y rester. Ne pas passer d'une voie à une autre, d'un stage à l'autre, sinon on reste uniquement dans un travail superficiel, même si on vit parfois des décharges émotionnelles qui nous donnent l'impression que nous vivons quelque chose d'intense. C'est intense, mais ça n'est pas profond. C'est un peu comme si je voulais entreprendre l'ascension d'un pic, un sommet, et je commence par emprunter l'un des nombreux sentiers qui y mènent, mais ces sentiers ne sont pas les mêmes. Ils ne se croisent pas forcément. Ils sont différents. Je commence un sentier et au bout d'un moment, je m'aperçois que c'est pas forcément ce que je recherche, parce que peut-être en réalité c'est un peu difficile. J'arrive à des endroits un peu plus compliqués. Alors je repars au point de départ, je choisis un autre chemin et je commence à monter un petit peu autour de la montagne. Et au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. Certains chemins sont plus exigus, il faut escalader un petit peu. J'ai certaines peurs, ça me demande plus d'efforts. Alors je redescends et je recommence, mais je vais toujours gravir des chemins qui sont, hem, proches de de la base de la montagne. Je ne vais jamais m'élever suffisamment pour aller voir ce qu'il y a plus haut. Je vais rester dans une forme de superficialité. J'ai l'impression que ça fait peut-être 10 ans que je fais plein de chemins, donc j'ai beaucoup monté. En réalité non, parce qu'à chaque fois je recommence au point de départ et je monte 200 mètres et je recommence au point de départ et je monte 150 mètres et je recommence et je monte. Ce ne sont pas des mètres qui vont s'additionner. Je ne vais pas arriver au sommet en additionnant les mètres, les dizaines ou les centaines de mètres du début de la montagne. Pour aller en profondeur, il faut s'accrocher à une voie et puis continuer progressivement, notamment quand ça devient routinier, ennuyeux, quand on a envie de changer, c'est qu'on est au bon endroit. C'est que on commence à sentir qu'on peut quelque chose en nous peut être déstabilisé dans cette voie, dans ce cheminement qui nous est proposé. Donc voilà l'introduction et nous allons donc étudier. Je vais m'abstenir de trop commenter, enfin je vais essayer, bien qu'il y a beaucoup de choses riches, mais il y a beaucoup de matière. Donc, j'ai supprimé certaines choses parce que je ne peux pas publier les choses qu'on fait dans un travail de groupe après avoir établi une certaine confiance et une certaine relation. Donc, certains exercices sont très puissants et ont besoin d'être accompagnés. Parce que les exercices les plus simples sont souvent les plus puissants, les plus efficaces, et on ne peut pas donner comme ça
des exercices et des pratiques publiquement sur internet sans aucune garantie que il va rien se passer pour la personne. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons embrayer sur le témoignage euh, de quelqu'un que j'ai appelé X par souci d'anonymat. Sa première question, son premier mail, c'était intitulé «À la quête de ma légende personnelle». Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien. C'est X, j'ai modifié. On a déjà échangé plusieurs fois sur Facebook et j'ai aussi participé à ton premier atelier, etc. Je me permets de t'écrire aujourd'hui car je me trouve face à une problématique personnelle assez complexe et je pense sincèrement que ton expertise pourra m'éclairer et m'aider à avancer. Depuis quelque temps, je ressens une difficulté profonde à me connecter à mon essence, à mon cœur, pour trouver une réponse à une question qui me tient à cœur. Découvrir ma légende personnelle, mon objectif de vie véritable. Alors là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de stages qui sont vendus ou d'ateliers pour découvrir sa légende personnelle. Qui a besoin de savoir? Qui en nous? Quoi? Qu'est-ce qui a besoin d'avoir une légende personnelle, une mission de vie et qui est en souffrance de ne pas la connaître? Si nous avons une mission de vie, comme je l'ai expliqué dans la vidéo là-haut sur, hem, justement découvrir son chemin de vie, voilà, c'est mieux comme ça. Hem, donc c'était ici, hein, découvrir ma légende personnelle, mon objectif de vie véritable. Donc, qui est en souffrance de ne pas connaître son chemin de vie? Je vous renvoie donc à la vidéo découvrir son chemin de vie. euh, Qu'est-ce que moi j'entends par là et quelle est finalement la meilleure manière? Parce que c'est une question légitime, mais qui est récupérée par le mental. Le mental n'a pas d'objectif de vie, il n'a pas de chemin de vie. Le mental aimerait avoir un chemin de vie. Et ce chemin de vie, si je veux le découvrir, j'ai besoin de passer à travers les filtres, les projections, les attentes du mental. Quelque part, mon chemin de vie, c'est de ça. C'est m'éveiller à ma vraie nature, retrouver le contact avec l'essence. Alors, à partir de là, mon véritable chemin de vie va apparaître. Et peut-être qu'il ne sera pas du tout en adéquation avec celui que j'imaginais ou celui qu'un thérapeute m'a annoncé, peut-être avec grandiloquence, une grande mission, sauver le féminin sacré ou sauver toute ma lignée masculine. Peut-être que ce sera plus simple que ça. Peut-être pas. Donc voilà, mais je réponds quand même à ces questions. Malgré mes efforts d'introspection et l'utilisation de diverses techniques de développement personnel, moi, j'ai expliqué ce que je pense du développement personnel, ça finit par, même si c'est complémentaire au début, ça peut l'être, ça finit par devenir opposé à un véritable travail essentiel. Et quelque part, c'est le développement du mental et de son fonctionnement. Et quelque part, le mental n'a pas de mission de vie, donc je risque de tourner en rond. Et j'utilise l'introspection pour nourrir une attente de mon mental. Je me sens bloqué, comme si mes mécanismes de défense m'empêchaient d'accéder à une compréhension plus profonde de moi-même. Cette barrière interne crée un sentiment de stagnation et d'inconfort émotionnel, m'empêchant de trouver les solutions dont j'ai besoin pour avancer. Peut-être qu'en réalité, je n'ai pas à trouver des solutions pour avancer, mais on va voir que progressivement, cette personne a commencé à se libérer de ce genre d'attente pour entrer dans une expérience plus simple et plus évidente. Le mental est en attente de quelque chose, il a besoin, il cherche quelque chose. Et c'est cette notion de la cessation de la recherche vers laquelle je vous invite à vous diriger si vous ne l'avez pas vu, que là, sans la recherche spirituelle, je ne vais pas avancer, mais cette recherche devient un obstacle, parce que c'est la recherche de mon mental, de mon ego qui cherche des compensations et qui crée un moi spirituel. Moi spirituel qui, j'ai l'impression, est le signe que j'ai évolué. Non, mon moi a changé de forme, il s'est adapté. Et j'ai l'impression que j'évolue là où je ne fais que nourrir une identification. Je suis conscient que le sujet est complexe et qu'il n'y a pas de solution miracle, effectivement. Il n'y a qu'une solution, c'est
retrouver l'espace dans lequel cette éventuelle mission de vie réside, et cet espace, c'est l'essence, c'est mon être réel, c'est ma nature véritable, mon visage originel, c'est mon âme. Si j'ai une mission d'âme, c'est que dans la reliance avec mon âme qui a besoin d'être réveillée, elle dort, telle la princesse endormie des contes de fées, telle la belle au bois dormant, elle dort, et c'est à moi de la réveiller. Alors pourra peut-être fleurir à ma conscience une nouvelle direction pour ma vie. Alors fleurira une nouvelle direction pour ma vie. Cependant, je crois fermement que tu pourrais m'apporter des clés précieuses pour dépasser ces obstacles. Oui et non. Euh, La solution réside en chacun et chacune, elle ne réside pas en une personne extérieure. Effectivement, certaines personnes ont la capacité de nous accompagner sur ce chemin. Toujours être dans le discernement. Est-ce que cette personne m'aide à me libérer ou est-ce que cette personne m'aide à euh, nourrir mes croyances sur moi-même, me maintient dans certains blocages et quelque part se nourrit de cette relation de supérieur-inférieur, là où il n'y a pas de supérieur d'essence à essence, il n'y a pas de supériorité. On rediscutera de ce sujet lors de ton prochain atelier sur l'énéagramme, voilà, qui a pour thème les compulsions. Je souhaite donc aborder ce sujet avec toi lors de cet atelier en espérant que ta guidance pourra m'éclairer sur les pistes d'action concrètes pour me reconnecter à mon cœur et trouver les réponses que je cherche. Je suis prêt à m'engager pleinement dans ce processus, conscient des défis qu'il représente, mais aussi des bénéfices incroyables qu'il peut apporter. Alors, en général, ça m'arrive de me méfier quand quelqu'un me dit je suis prêt à m'engager pleinement et je suis conscient. En général, c'est des personnes qui ne continuent pas. Mais chez lui, j'ai capté tout de suite une vraie aspiration. Mais c'est intéressant parce que c'est une exception. C'est rare. En général, les personnes qui disent ça sont les premières personnes qui arrêtent ce cheminement et qui vont voir ailleurs pour toujours rester à la superficie et ne jamais vraiment oser creuser pour aller rencontrer ce qui nous fait mal à l'intérieur. Et on va voir que effectivement, ça se confirme par la suite. Voilà, donc ça, il termine le mail. La suite, parce que j'ai répondu par vocal, et donc il me répond: «Bonjour Ludovic, je tenais tout d'abord à te remercier chaleureusement pour ton message vocal. Ton soutien et tes conseils sont pour moi d'une grande aide et résonnent profondément avec ma quête personnelle. J'ai parfaitement compris l'importance de notre prochain atelier, il est compulsion, etc.» Le but, c'est pas que je cherche à vendre un atelier où je lui ai dit qu'il fallait qu'il vienne. C'est pas par un échange comme ça, par mail ou par vocal qu'on peut réellement avancer. C'est par un travail concret. Et ce travail concret, il peut être dans un atelier, dans un groupe de travail, dans une relation d'un maître à disciple, par exemple, peu importe, mais on a besoin de s'inscrire dans une démarche pratique, concrète. Les échanges par mail peuvent venir servir de soutien lors de cette démarche, mais ils ne sont pas un outil en soi. Ça peut être une forme d'enseignement. Dans le Chan, c'était par écrit. Mais ça n'empêche pas que la maître dans le Chan donne des indications et des choses à mettre en pratique. Et l'élève doit mettre en pratique. S'il ne met pas en pratique, cela ne sert strictement à rien. J'ai exploré ta chaîne YouTube et trouvé plusieurs vidéos qui ont enrichi ma compréhension sur l'importance d'harmoniser les trois centres pour un développement personnel authentique. Je dirais pour un développement essentiel. Et c'est intéressant parce qu'il commence à parler beaucoup de développement personnel et vous verrez qu'à la fin, il utilise toujours ce terme, mais il ajoute un autre vocable. C'est très intéressant. Cette harmonisation des trois centres, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos, une grande partie de mes vidéos, c'est fondamental. Sans cette harmonisation, rien n'est possible et en tout cas, si ça arrive, ça ne va pas durer ou alors ça va être récupéré par le mental via un centre plus faible et je n'ai pas le choix. C'est comme disait Jésus, pour construire une maison solide, il faut bâtir sur des fondations solides. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur, mais la maison est solide. Alors que sur du sable, construite sur du sable, à la première crue, la maison va être emportée. Si je veux que mes qualités, les vertus, les choses que j'ai touchées et que j'explore puissent résister aux épreuves de la vie, j'ai besoin qu'elles soient ancrées sur quelque chose de solide. Donc voilà, l'alchimie des émotions, se libérer des émotions, c'est une vidéo très importante. Trouver son chemin de vie et voilà, ont été particulièrement éclairantes. Leur contenu fait écho à mon objectif de croissance et m'aide à envisager mon parcours de manière plus holistique.
J'ai également réfléchi à l'évolution de mon énéatype 5 vers le 8 et à l'idée d'intégrer les qualités des autres types pour une croissance plus intégrative. Ça se fait spontanément. Ça se fait spontanément lorsque le travail se fait correctement. C'est-à-dire chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, ou le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. J'ai pas besoin d'aller chercher les qualités. C'est vrai que quand je m'intègre, je vais chercher les qualités de mon type d'intégration et je vais chercher les qualités et les forces. Je vais libérer ces forces que j'ai endormies en moi, que j'ai reniées pour me concentrer sur une que je tente d'imiter. Et quand je relâche tout ça, quand ma conscience se décrispe de cette qualité intérieure qu'elle cherche à imiter, eh bien les autres forces, les autres qualités, les autres vertus vont naturellement fleurir. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Cette perspective d'activer la loi de 3, développer une personnalité plus équilibrée, confiante et résiliente, capable de faire face aux défis avec courage et ouverture, m'apporte une grande joie et un apaisement psychologique. Ça, c'est pas une fin en soi, c'est un fruit du travail. C'est-à-dire que la personnalité s'harmonise sous l'effet de l'émergence de l'essence, tout simplement. L'essence est le maître intérieur. Si je développe ma personnalité, je ne vais pas agir sur l'essence. C'est l'image du miroir et de ce qui se reflète dans le miroir. Si j'agis sur le miroir, je ne modifie pas ce qui s'y reflète. Par contre, si j'agis sur ce corps qui se reflète dans le miroir, non seulement je vais vivre une transformation réelle, mais même l'image dans le miroir va changer. Elle va se transformer naturellement et connaître un très grand apaisement. Comprendre que nous comprendre que nous pouvons équilibrer nos limitations m'a rendu très heureux et surtout apaisé psychologiquement. Ce qui reste à venir est la mise en pratique pour que toutes les qualités que je souhaite intégrer deviennent une seconde nature en moi et cela représente un autre objectif. Chacun rentre avec ses objectifs. En réalité, ce qui advient ne dépend pas de nous. C'est l'essence qui est le maître intérieur et c'est l'essence qui va déterminer quelles qualités je vais acquérir et quelles qualités vont être remises à plus tard. Mais il faut une motivation, il faut bien qu'on ait envie de quelque chose, sinon on ne se lance pas dans le chemin. Voilà, donc là, il clôture le mail. Réflexion et gratitude, ça c'est le titre du mail suivant. Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien. Avant tout, je remonte comme ça, voilà, on pourra voir. Avant tout, je souhaite te remercier pour ton message vocal. Il m'a fallu du temps pour digérer pleinement tes paroles et structurer ma réponse afin de te partager avec sincérité ce que je vis et ressens en ce moment. Je tiens à te remercier chaleureusement pour nos échanges qui ont été pour moi une source d'inspiration et de compréhension profonde. Tant mieux. Ton dernier message en particulier a eu un impact considérable sur moi. Après l'avoir écouté à plusieurs reprises, j'ai vécu une expérience remarquablement intense. Donc là, sans vouloir jeter des fleurs à notre ami, on a affaire à quelqu'un qui a une aspiration profonde et qui est en recherche depuis des années, voire des décennies, et qui n'a pas trouvé parce que, je pense, mal orienté. Et puis, il y a un autre aspect dont je parle très très peu, mais cet aspect n'était pas, cette condition n'était pas présente. Et là, en fait, quelque part, quand le terrain est vraiment prêt, tout va germer beaucoup plus vite. Ton message ton message a résonné en moi de manière si puissante que j'ai réussi, l'espace d'un instant, à me déconnecter totalement de mon mental et à atteindre un état de pleine conscience inédit. Là, on y est. Là, ça devient intéressant. Là, on n'a pas de question de mission de vie ou de projet, d'objectif. Là, on est un état de conscience qui sort complètement de l'ordinaire. Ce n'est pas ce qu'on appelle la pleine conscience dans les théories modernes. C'est tout à fait autre chose. Et là, on y est. C'est l'espace. C'est quelque part ce qu'on recherche, même si on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche quand on est en quête spirituelle, on a des objectifs, mais derrière, il y a une aspiration. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Cet état différent de celui que j'expérimente en méditation, c'est comme si le temps s'était figé, me laissant accéder à une dimension de conscience que je n'avais jamais connue auparavant. J'arrête là. Ce message, je ne me rappelle plus, je l'ai lu il y a un moment déjà, donc je le commente un peu en l'ayant oublié. Cet état était différent de celui que j'expérimente en méditation. On dit toujours que le travail de l'énéagramme ou de la quatrième voie n'est pas un travail de méditation. On m'a même dit la méditation est incompatible avec la quatrième voie, avec le rappel de soi. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et lorsque certaines praticiennes de l'énéagramme conseillent de pratiquer la méditation,
Je pense que c'est une erreur. Et là, notre ami, hem, d'ailleurs j'en profiterai aussi pour faire un aparté sur ce qu'on appelle la métavision. Notre ami expérimente clairement que c'est 2 choses très différentes. Et pour la première fois, je me suis senti totalement libre. Libre de mes mouvements, libre d'agir sans être entravé par des réactions automatiques. Voilà une expérience de l'essence. L'essence est libre entièrement de mes projections, de mes attentes, de mes automatismes. La conscience, je dis toujours, est incompatible avec la mécanicité. Et l'automaticité et la mécanicité sont incompatibles avec la conscience. Lorsque la conscience est là, elle est libre. Lorsque je suis dans mes schémas habituels, je ne suis pas dans la conscience. Je suis esclave de mes schémas. Là, il insiste sur le mot libre. C'est le point 2, la volonté sacrée et la liberté sacrée. Libre d'agir, non pas de faire ce qu'on veut comme on veut, mais d'agir justement, d'agir à partir de l'être, de l'espace, de l'essence, et d'être libéré sur le moment. On est complètement libéré de tous nos schémas. Malheureusement, ça ne dure pas, donc je retombe dans mes schémas. Mais il est nécessaire d'avoir fait cette expérience une fois pour pouvoir ensuite la renouveler et pour pouvoir permettre qu'elle s'incarne progressivement dans tous les aspects de mon psychisme et qu'elle devienne quelque chose de réel, de concret, qui ne peut plus me quitter. En attendant, c'est une expérience. J'ai accès à un espace, c'est comme si on me prenait puis on me mettait au sommet de la montagne. J'ai une vue de toute la montagne, j'ai compris où j'étais, où était mon village et tout ce qu'il y avait autour. Et puis je suis ramené dans mon village. Mais je me rappelle et je sais où je vais et je sais pourquoi j'y vais. Peut-être ai-je expérimenté là le rappel de soi. Oui, c'est une des manières d'expérimenter. Le rappel de soi, c'est quelque chose d'évident, qui est un état d'unité, mais qui peut avoir des nuances, parce que l'essence a plusieurs aspects, plusieurs qualités, plusieurs vertus, plusieurs idées sacrées. Et lors d'un contact avec l'essence, je peux recevoir tel ou tel fruit. Donc là, on est dans ce sentiment profond de liberté et pour moi, le signe d'un contact réel avec l'essence. Donc, c'est intéressant parce que cet ami nous disait qu'il n'arrivait plus à se connecter à son essence. Peut-être qu'il ne parlait pas encore de la même chose. Là, il a expérimenté. Là, il sait de quoi il parle. Cette expérience m'a permis de réaliser que je suis capable de prendre des initiatives proactives, de sortir de mes schémas de pensée limitants et d'observer mes mécanismes internes. Oui, ça vient pas, c'est pas une action du mental ou du moi ordinaire. C'est quelque part un total lâcher prise. Mais lâcher prise, je ne peux pas dire je vais lâcher prise. Lâcher prise, ça advient et on doit créer les conditions. C'est comme le sommeil. Le sommeil, je ne peux pas décider là tout de suite je m'endors. En tout cas, moi je n'y arrive pas. Même si je m'endors assez facilement. Je dois créer les conditions. Si je reste debout avec de la musique et que je parle, ça va être assez compliqué de m'endormir. Par contre, si j'ai une activité calme le soir, que je vais me coucher, que j'ai ni trop chaud, ni trop froid, que j'ai pas trop mangé, je vais m'endormir assez facilement. Et je crée les conditions et le sommeil advient. Eh bien, l'éveil, c'est pareil. Ce contact avec l'essence, j'ai besoin de créer les conditions. Si je ne suis pas proactif, il ne se passera rien, sauf en cas d'un choc très violent qui vient fracturer mon psychisme, mais ça n'est pas à souhaiter. J'ai besoin de créer les conditions, mais de laisser cet espace advenir. Je ne peux pas aller le chercher de force, comme le sommeil. C'est actif, passif. Je ne peux pas forcer l'éveil, mais je ne peux pas non plus attendre qu'il vienne tout seul. C'est d'ailleurs une vidéo qui m'a été suggérée, ça sera sûrement la prochaine vidéo de la série D sur la notion d'effort. Quel est l'effort juste à trouver? Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et c'est intéressant parce que il parle d'observation de soi. Au tout début, il m'avait dit qu'il pratiquait déjà l'observation, il appelait ça la métavision. Et il me décrivait la métavision. Et j'ai un ami qui me dit aussi, moi je fais la même chose que toi, je fais de la métavision, voilà ce qui se passe quand je fais de la métavision. Moi, intuitivement, et puis dans les mots, j'ai perçu que c'était pas du tout la même chose. Parce que nous ne sommes pas dans la même dimension. Métavision et observation de soi, c'est le même rapport qu'entre le développement personnel et le développement essentiel, ou l'existence et l'essence, ou le monde et Dieu. On est sur un rapport et une dimension totalement différente, beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile. Et c'est intéressant parce qu'il m'a dit lors d'un stage, je crois que c'est pas dans les témoignages mail, qu'il avait expérimenté l'observation de soi et que c'était radicalement, ça n'avait rien à voir avec la métavision. Le rappel, l'observation de soi est un espace de perception
beaucoup plus profond que la métavision qui reste un regard du mental sur lui-même. L'observation de soi est un regard sur le mental, sur mon fonctionnement à partir d'un espace réel, non pas à partir du mental. C'était l'aparté. D'observer mes mécanismes internes. Là, on commence à toucher l'observation de soi. Il y a un espace qui arrive et qui me permet de voir mes mécanismes. Lorsque cette expérience s'est estompée, j'ai ressenti comme si un voile recouvrait à nouveau ma perception. On est vraiment dans un témoignage profond. Ma perception est voilée par des voiles, par des filtres, par des représentations. Et quand je touche cet espace, ces voiles disparaissent. Ils ne sont là que parce que le mental maintient son joug sur moi, son pouvoir. Lorsque je suis dans l'être, le mental se dissout instantanément et mes voiles disparaissent. Mais comme ça ne dure pas, j'ai besoin d'apprivoiser cet état, cet espace plutôt, eh bien, les voiles reviennent aussitôt. Et donc là, notre ami en prend conscience. Il voit ces voiles. euh, Quelque part, le temps se fiche parce que je suis dans, comme il disait, le temps s'était figé. Je suis hors du temps. Je suis dans l'instantanéité. Je suis dans le présent éternel. On parle beaucoup aujourd'hui de présent, être dans le présent. 99% des gens n'ont pas conscience de ce que ça veut dire, de la profondeur que ça peut revêtir. Et là, on en a un témoignage. Et donc, étant dans cet espace hors du temps, je ne retombe pas dans mes voiles directement sans m'en apercevoir. Je vois, je ne peux rien faire, mais je vois le voile qui commence à recouvrir ma vision. Et là, je sais que je suis dans un état d'illusion, que je ne suis pas éveillé, que je ne suis pas dans la conscience objective du monde tel qu'il est. Signe du retour de mon mental, exactement. C'est tout à fait. Bon, c'est quelqu'un qui est un type 5 et qui a beaucoup réfléchi, donc il a déjà beaucoup de matériaux. Et là, ce qu'il avait déjà intellectualisé, il le vit. Il le vit réellement. Et donc, il met du sens euh, tout de suite, très vite, mais ça n'est pas nécessaire. Parfois, il faut du temps pour mettre du sens. Mais le mieux est de vivre l'expérience et que le sens vienne après. Sinon, je mentalise et parfois ça peut me couper. Et on voit bien qu'effectivement, cette personne avait du mal et se sentait bloquée dans certains blocages et qu'il fallait à un moment donné une verticalisation pour s'extraire de tout ça. Cette prise de conscience m'a ému profondément, faisant réaliser la possibilité de se libérer de l'emprise du mental et de retrouver mon essence véritable. C'est une belle phrase, c'est exactement ça. C'est possible. À partir du moment où je me suis libéré, il a expérimenté un état de libération intérieure, je sais que c'est possible. Et je sais ce que ça représente, je sais ce que c'est, et j'ai vu mon mental, et j'ai vu comment il fonctionnait, donc je serai moins dupe. Donc là, à partir de là, quelque chose devient possible. Avant, on risque de tourner en rond. Mais on a besoin de tourner en rond pour, à un moment donné, être aspiré vers le centre. On crée une force centrifuge. À force de tourner en rond, on peut être aspiré ponctuellement par le centre, les sens, et avoir une vision objective de moi-même et de la réalité. C'est vraiment la notion du stoïcisme. Euh, le, je ne suis pas en contact avec la réalité, je suis en contact avec mes représentations, mes filtres, mon mental. C'est la même chose dont on nous parle depuis des milliers d'années. Et quand on est dans le mental, on entend ces enseignements, mais on ne peut pas, ils ne passent pas le filtre du mental. Ils nourrissent nos représentations. Et en même temps, ils nous offrent une opportunité, à un moment donné, d'expérimenter autre chose. Je comprends maintenant, et c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, quand j'ai dit expérimenter quelque chose, le but n'est pas de vivre des expériences, le but est de toucher l'essence. L'essence n'est pas une expérience. Et là, c'est ça, je comprends maintenant l'importance de ne pas m'accrocher à la forme extérieure des expériences, comme l'enregistrement des méditations. Parce que lors d'un stage, il était venu, il avait enregistré les méditations que je guidais, et puis effectivement, ça n'avait pas été demandé avant, et puis aussi des partages qu'il avait fait, donc je lui ai demandé d'effacer, il a tout effacé, et je lui disais que c'était notamment par respect pour les autres, par respect pour l'enseignement que je transmets qui doit rester dans le cercle, et euh, pour lui-même vouloir s'accrocher à la forme, parce que la méditation a produit un état chez lui. Et donc, en s'attachant à la forme, il pensait retrouver cet état. C'est une erreur, ça nous projette à l'extérieur. Donc, j'ai besoin de ne pas m'attacher à la forme, de considérer que les formes sont des outils pour me conduire vers moi-même. Et ce vers moi-même est beaucoup plus important. Et s'il s'attache à nouveau à une forme, il se fige et il quitte le centre. Donc j'ai besoin d'utiliser la forme sans m'y accrocher. Tu as souligné que ce qui compte, ce n'est pas le discours en lui-même, mais la vibration.
l'expérience intérieure qu'il suscite. Exactement. Si un exercice m'a permis de toucher quelque chose, je ne dois pas m'accrocher à l'exercice, je dois reconnaître cette vibration en moi. Et peut-être que l'exercice en lui-même est vide s'il n'est pas nourri par quelqu'un qui porte cette vibration. Ça ne sert à rien. Ça peut être une coquille qui se vide si je m'y accroche. Alors que si je garde la technique, mais que j'ai compris que derrière, c'est cette vibration qui a émergé en moi, je ne vais pas m'accrocher comme un une pensée magique que cet exercice va produire la vibration. Si je m'y accroche, il ne produira plus rien. Mon mental va récupérer. Donc c'est un état de disponibilité. Ne pas abandonner la technique, mais ne pas m'y accrocher dans une forme que je vais rigidifier, en l'enregistrant, par exemple. Cela m'a fait prendre conscience que j'ai déjà intégré certaines empreintes corporelles et émotionnelles en grammes qui me permettent de retrouver cette vibration par moi-même. C'est ça. Il y a un chemin, je crée un chemin d'accès. Donc j'ai besoin re de nourrir ce chemin d'accès et à un moment donné, l'outil devient, désuet. C'est comme une béquille. Je n'arrive pas à marcher et grâce aux béquilles, j'arrive à un moment donné à marcher. Mais si je m'accroche aux béquilles et que je ne veux pas les perdre, je ne pourrai pas marcher librement. La béquille, j'en ai besoin pour ma rééducation, mais je dois à un moment donné la laisser et retrouver directement le chemin d'accès à l'être. C'est un geste intérieur, c'est un état d'attention, disponibilité. Attention, ouverture. C'est une révélation. L'expérience est toujours disponible en moi. Il suffit d'être présent et ouvert pour la revivre. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas tout commenter, parce qu'il le commente très bien lui-même. Ton message m'a également aidé à identifier mes compulsions, notamment mon besoin de tout contrôler et de rationaliser à outrance avant de passer à l'action, typique du l'énéatype 5. Cette tendance m'a souvent paralysé, surtout face à des tâches urgentes et cruciales, me transformant en un grand procrastinateur. Effectivement, si j'ai peur du monde extérieur et que je me dis je le fais que quand j'ai tout compris et que j'ai besoin d'analyser avant, je risque de procrastiner. Tout le monde peut être un grand procrastinateur sur tout ce qui concerne le travail essentiel. J'ai tendance à m'occuper du monde et de ses exigences et de ses passions et de ses émotions et de l'argent et des mondanités plus que de mon essence. Et en général, j'ai tendance à repousser. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui entrent dans un travail authentique finissent par arrêter. Ils font le choix de l'existence. Cependant, je sens que je suis sur la voie de dépasser cette tendance. À confirmer. Tu as évoqué l'importance de se focaliser sur le présent et de ne pas laisser le mental nous empêcher d'être réceptifs à l'expérience du moment. Ça, c'est ce que je dis effectivement à longueur de temps. Et l'expérience du moment, c'est ce que je vis ici et maintenant. Et lorsque j'entre dans une pratique, j'essaye de remplacer. Par exemple, je vais me mettre dans une posture de méditation, je cherche un certain calme. J'ai un mental qui s'agite. Donc j'aimerais apaiser parce que j'ai l'impression que c'est un obstacle. C'est pas un obstacle, c'est l'expérience du moment. Et je m'appuie sur cette agitation mentale pour l'observer. Et en l'observant, je reviens à moi. J'observe mon mental à partir de cet espace. Cet espace n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit dans ma réalité. C'est un espace d'accueil. L'exemple des enfants qui vivent pleinement l'instant sans crainte de l'avenir est une leçon puissante. Exactement. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit devenir infantile et puis ne plus penser à demain, mais anticiper demain et s'inquiéter pour demain, ce sont deux choses différentes. Je dois anticiper parce que j'ai des rendez-vous, j'ai un travail, je mets mon réveil, ça s'appelle anticiper. J'ai un centre intellectuel, je dois l'utiliser. Mais je dois garder cet aspect enfantin qui ne s'inquiète pas. Comme Jésus disait, vous vous inquiétez pour ce que allez manger demain, les oiseaux ne s'inquiètent pas, et vous pensez que le Père aux cieux ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, pourquoi vous inquiétez? Il ne dit pas qu'il ne faut pas semer pour ne pas cultiver, que la nourriture va tomber du ciel, mais ne pas s'inquiéter pour demain. L'inquiétude est un aspect du mental dévié, de l'esprit qui est dévié en ce qu'on appelle le mental. Je m'engage à adopter cette attitude, confiant dans mes ressources internes et dans ma capacité à établir des connexions authentiques avec les autres. C'est un bon engagement à prendre. Après, il faut connaître ses limites. Parfois, on vit des moments d'expansion où on sent que c'est possible, et puis parfois, on retombe dans des schémas, et là, ça n'est plus possible. Mais c'est bien de prendre l'engagement et d'observer si j'arrive à le tenir ou pas. Et quelles sont les forces en moi qui m'empêchent de le tenir.
Cette prise de conscience des mécanismes de mon mental et la décision de ne plus les nourrir marque le début d'une transformation intérieure profonde. J'espère. Mais normalement, oui, c'est possible. En choisissant de laisser passer mes émotions sans m'y accrocher, voilà, j'adopte une pratique que je souhaite appliquer à l'ensemble de mes processus inconscients. Et voilà, exactement. Cette démarche de détachement conscient m'a mené à un état de vide intérieur et de vulnérabilité, des sensations qui, loin de m'effrayer, m'invitent à embrasser une nouvelle dimension de mon être. En général, quand on arrive là, on est obligé d'arriver à quelque chose de cet ordre-là, une forme de vide, une forme de vulnérabilité. Et en général, on a peur, on se crispe et on fuit. On fuit parce qu'on se sent euh, possiblement dans un risque d'être annihilé par ce vide, et notamment avec cette sensation de vulnérabilité. Mais effectivement, là, c'est très juste. Il n'y a pas de peur à avoir, et sans ce vide que je peux expérimenter et qui peut me remplir à un moment donné, l'essence ne peut pas émerger. C'est vraiment l'histoire du verre plein. Un verre qui est plein ne peut pas être rempli de quelque chose de plus subtil, de plus délicieux. Et j'ai besoin de vider ce verre, et ce vide peut être terrifiant pour que quelque chose puisse, après, le moment venu, remplir cet espace. L'espace est déjà dans la plénitude, mais simplement ma conscience est tellement remplie par son moi et ses mensonges et ses projections, ses peurs, ses attentes, etc., que la place n'est pas faite pour que je puisse goûter autre chose. Ce vide, bien que déstabilisant au premier abord, effectivement, il est très déstabilisant, s'est révélé être le sol fertile nécessaire à l'épanouissement de mon essence. Voilà, là tu as tout dit. C'est, et c'est pas quelque chose qui est mental, c'est quelque chose qui a été éprouvé. Quand quelqu'un a vraiment fait un long travail, même si ça n'a pas été fructueux, s'il a bien été guidé et s'il a eu... Parfois ça peut être contre-productif, mais si l'aspiration est là, à un moment donné, ça va m'amener, tous ces efforts vont m'amener vers l'enseignement qui va m'être destiné et qui va me permettre à moi, selon ma sensibilité, de pouvoir travailler réellement dans la verticalité. Et ce vide, c'est ce que je disais, s'il n'y a pas ce vide, l'essence ne peut pas émerger. Donc, c'est le sol fertile, j'aime beaucoup l'image, nécessaire à l'épanouissement de mon essence. C'est dans cet espace, libéré des anciens schémas qui me confinaient, c'est ce que je disais, dans cet espace, il y a une liberté totale. Mes schémas n'ont aucune emprise sur moi. Ils n'existent même plus. Mais comme ils s'auto-alimentent, ils vont chercher à se représenter. Ils ont envie de survivre même. Donc ils ne vont pas me quitter comme ça. C'est dans cet espace que je trouve désormais la liberté de grandir. Tes enseignements, notamment à travers tes vidéos, ont été cruciaux pour m'aider à harmoniser mes trois centres, intellectuel, émotionnel et corporel. Attention, c'est un peu long, mais si le travail a bien été fait avant, il suffit parfois d'une étincelle pour allumer une grande flamme parce que le terrain était prêt. Cette harmonie commence à transformer le vide en un lieu d'affirmation et de développement de mon essence. C'est une très bonne nouvelle. Et on verra après que ça porte des fruits. Donc c'est pas simplement une auto-illusion, ça porte des fruits. Je réalise ainsi que le vide n'est pas un abîme à fuir, mais un espace d'accueil pour mon essence prête à s'y déployer. Je ne saurais mieux dire. En accueillant chaque pensée et chaque émotion sans jugement, je tourne la tête parce que je vérifie sur mon deuxième écran si vous pouvez toujours lire. Parce que moi, je ne vois que le témoignage. Je ne vois pas où ma tête se situe dans ce témoignage. Voilà. Donc, sans jugement, je m'ouvre à une purification et à un renouveau de mes mécanismes et comportements inconscients. C'est l'essence que M. Almas, fondateur de l'approche diamant, appelle euh, l'agent transformateur. C'est l'essence qui fait tout le travail. Mon travail, c'est de laisser l'essence faire le travail. Et en général, je fais 99,9% du temps ou 100% du temps, je fais l'inverse. Je bloque. À cause de cette peur, à cause de ce vide qui peut me terrifier, je bloque. Je bloque son processus. Or, j'aurais tellement à y gagner si j'acceptais, si je pouvais simplement trouver la manette à l'intérieur pour dire je laisse faire. Mais ça n'est pas aussi simple. J'ai besoin de créer les conditions pour que cette essence émerge et fasse le travail et va purifier et effectivement renouveler tous mes mécanismes, tous mes comportements. Mon moi, ma personnalité va se trouver transformée par l'action de l'essence, sans que j'ai
sans que j'ai à intervenir directement, non pas sans que j'ai rien à faire. J'ai quelque chose à faire. C'est ce travail de vigilance et d'observation et de sincérité avec soi-même. Mais je n'ai pas à intervenir sur mes fonctionnements. Ils vont, comme des feuilles mortes, que lorsque la sève ne les alimente plus, ils vont tomber d'eux-mêmes. Cette ouverture ne signifie pas la passivité, et c'est ce que je viens de dire, mais une participation active à mon propre processus de guérison et de croissance, me dirigeant, je monte un peu, sinon mon regard est vers le bas, me dirigeant vers une intégration plus profonde de mes trois centres. Il y a vraiment énormément de matière et de compréhension dans ces mails. Cette ouverture ne signifie pas la passivité. Je dois être actif, mais plutôt une participation active à mon propre processus de guérison et décroissance, me dirigeant vers une intégration plus profonde de mes trois centres. Je vais vraiment garder tout ça parce que c'est vraiment très bien décrit le processus. C'est une véritable libération me conduisant à une croissance intérieure authentique et à une vie plus alignée avec mon essence véritable. Alors au début, je prenais un peu de recul parce que je sais très bien comment on peut vite s'enflammer et s'illusionner, être arrivé alors qu'on a juste eu une ouverture, un satori. Le satori n'est pas la libération. Un éveil, une expérience d'éveil reste une expérience. Tant que je retourne dans mon moi et que je me dis, tiens, j'ai vécu une expérience d'éveil. Non, j'étais simplement ce que je suis à ce moment-là. Ça n'est pas une expérience. Mais on verra par la suite que ce qu'il dit là, se confirme en tout cas au fur et à mesure. Enfin, je comprends le rôle crucial de la méditation axée sur le rappel de soi. Là, je ne saurais contredire, c'est fondamental. Et c'est ce que je dis régulièrement dans les groupes. On oublie vraiment souvent cette notion de cultiver le rappel de soi tous les jours, encore et encore, et de voir que je m'oublie et de me rappeler moi-même, c'est ce qui permet à l'essence d'émerger. Le rappel de soi est l'outil le plus puissant, peut-être même le seul réel outil, le plus efficace, le plus opératif qui permet progressivement à l'essence de se réveiller et d'émerger et de se manifester dans ma vie. Je compte en faire une pratique quotidienne, saisissant chaque opportunité pour revenir à mon essence, peu importe le contexte. Voilà, je ne saurais pas mieux dire non plus. Monsieur Gurdjieff disait: «Rappelle-toi, toi-même, toujours et partout». C'est la pratique la plus fondamentale. Si on devait garder qu'une seule pratique, c'est ça. Et dans les groupes, je ramène régulièrement parce qu'on a tendance à se perdre vers les fruits de cet éveil, les choses qui émergent dans ma vie, et puis les choses que je vis dans mon quotidien. Alors que, et on perd beaucoup, finissent par se rendre compte au bout d'un moment, se dire c'est vrai, je ne me rappelle pas moi-même suffisamment. Donc, décide de trouver un moyen qui leur permette de se rappeler eux-mêmes, de revenir à ce rappel de soi, c'est le contact avec l'essence. Le rappel de soi ouvre le contact avec l'essence. Quand je suis en rappel de soi, l'essence est là. Point. C'est pour ça qu'on dit que mon âme a l'âge que j'ai passé dans le temps réel. Le temps irréel, on va dire le temps psychologique, c'est le temps dans lequel je suis identifié à mon moi, à mes mécanismes et dans lesquels je me laisse vivre. Même si je fais énormément d'efforts pour l'existence, pas pour l'essence. Et le, le temps réel, c'est le temps pendant lequel je suis présent à moi-même. C'est le temps dans lequel j'expérimente le rappel de soi, qui est à la fois volontaire et involontaire. C'est-à-dire que plus je cultive le rappel de soi, et ça je l'entends à longueur de temps dans les groupes et dans les ateliers, plus j'ai des moments dans la journée où le rappel de soi apparaît spontanément. C'est une conséquence, c'est yin et yang. Je fais des efforts et j'ai des fruits qui apparaissent de plus en plus à des moments dans lesquels je ne m'y attends pas et parfois avec une profondeur à laquelle je n'avais pas encore goûté. Parce que ce sont des espaces de plus en plus profonds. Ça n'a presque pas de fin en fait. Bien que j'aurais aimé pratiquer cet exercice avec des personnes en divisant mon attention, je choisis de m'abstenir afin de prévenir toute confusion due à mes soubresauts et réactions involontaires qui pourraient subvenir, comme tu le sais. À chaque fois qu'il revient vers cet espace, il y a des soubresauts, mais ça c'est très positif. Pour moi, c'est le travail de l'énergie à l'intérieur, qui est coexistant avec cette émergence de l'essence. Alors il y a certains chez qui ça peut manifester ça, en général non. Mais ça va s'apaiser et je crois que ça s'apaise au fur et à mesure. Aux dernières nouvelles, ça s'apaisait
parce qu'il a trouvé une manière fluide de pratiquer ce rappel de soi sans générer ces mouvements du corps qui sont très positifs, qui sont bons signes. Je vais donc privilégier la pratique dans l'intimité pour m'engager pleinement dans ce travail intérieur. Et je lui avais dit que ça allait s'apaiser, et effectivement, dans d'autres témoignages oraux qu'il m'a partagés, il arrivait à se rappeler lui-même en présence d'autres personnes. Bon, là, il me remercie. Et deux aspects de moi, ça, c'est un mail le suivant. Là, ça devient intéressant. Ça l'était déjà extrêmement, mais là, ça affine la perception de ce qui se passe. Bonjour Ludovic, je tenais à partager avec vous une expérience profonde et surprenante que je traverse actuellement dans l'espoir d'explorer ensemble sa signification et les perspectives d'évolution qu'elle m'offre. Depuis cette semaine, je vis une transformation intérieure qui m'apparaît à la fois déconcertante et enrichissante. Je perçois en moi la coexistence de deux aspects ou personnalités entre guillemets distinctes. L'une que je pourrais associer à mon moi du passé est marquée par des limitations, des peurs, d'évitement, des comportements d'évitement et une certaine inertie caractéristique de mon expérience en tant que type 5 de l'énéagramme. Voilà. Ouais, l'inertie, elle est valable chez tout le monde en fait. Il y a une forme d'inertie qui fait que mon être est dans un sommeil, une anesthésie, et ça produit une inertie dans mon comportement. L'autre aspect, en revanche, incarne une personnalité plus déterminée, intuitive, libérée de ses peurs et profondément engagée dans son chemin de croissance et de réalisation. Là, on ne se pose plus vraiment la question du chemin de vie. On a compris que le chemin de vie, c'est de nourrir ça. C'est ça après. Il n'y a plus vraiment de besoin de se projeter sur quelque chose qui va me donner un sens à mon existence. Le sens, il est dans l'essence, il est là. Et après, mon essence réellement réveillée et qui a pris le contrôle, on va dire, du bateau que je représente, qui est le vrai capitaine dont la place a été usurpée, qui a été bâillonné, ligoté, enfermé, endormi, et différents marins se, se partageaient la barre, le contrôle du bateau, sous l'influence d'un manipulateur qu'on appelle l'ego, qui contrôle, qui contrôlait le bateau. Lorsque le capitaine se réveille, l'ego est mis par-dessus bord et le capitaine prend le bateau. Et là, il peut y avoir un cap. Parce qu'avant, le cap change tout le temps selon les marins qui ont pris le contrôle du bateau. Voilà. Le cap, ensuite, c'est ce travail d'éveil de l'essence. J'ai plus besoin de me poser des questions. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne m'a pas une seule fois posé cette question du chemin de vie. Ce serait intéressant que tu puisses me faire un retour où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu as compris où était, pour le moment, ton chemin de vie? Je projette, c'est quoi ma mission? J'ai envie qu'on me donne quelque chose de croustillant, qui me donne une raison d'exister, un sens à mon existence. Mais en fait, j'ai déjà un sens, c'est une direction, c'est l'essence. Et à partir de là, je pourrais bénéficier d'une guidance, d'une guidée intérieure, et je saurais non pas quelle est ma mission de vie de toute ma vie, mais quel est le prochain pas. Et progressivement, je verrai se dessiner euh, comme des ensembles, tout apparaîtra plus clair au fur et à mesure où je ferai ces pas. Donc là, c'est vraiment intéressant. Je n'arrête pas de dire que nous portons deux natures. Une nature essentielle, notre véritable nature, notre être, notre âme, on pourrait dire, et une nature personnelle, une construction mentale. Mais le fait que mon essence se soit endormie, qu'elle ait été profondément refoulée dans un espace inconscient, inerte, froid, sombre, la personnalité fonctionne d'elle-même, il lui manque un aspect profond qui est sa source d'inspiration et elle fonctionne sur des schémas. Au lieu de fonctionner sur une guidance de l'intérieur, elle fonctionne sur des schémas mis en place par l'ego parce qu'elle ne peut pas fonctionner d'elle-même, la personnalité. Elle n'a pas de cap. C'est pour ça que je cherche à tout prix une mission de vie, parce que elle n'a pas de cap. Sans le capitaine qui est l'essence, la personnalité n'a pas de cap. Donc un travail équilibré a besoin de nourrir ces deux aspects. Pas renier la personnalité, parce que c'est pareil, l'essence peut inspirer, mais elle ne peut pas agir dans le monde. Elle agit à travers la personnalité, à travers les trois centres, et à travers ce que j'ai acquis comme compréhension, comme connaissance, comme compétence. Si je ne sais rien faire, que je ne sais, euh,
je n'ai aucune compétence et que je n'ai aucune connaissance, je vais être très limité dans ma mission de vie. Je vais pouvoir agir, mais à mon niveau. C'est pour ça qu'il est important de bâtir une personnalité bien éduquée, complète, harmonieuse, pour servir au mieux l'essence. Donc là, après avoir vécu une expérience, sans dissocier ces deux natures, il perçoit ces deux natures en lui, l'essence et la personnalité. Là, c'est fondamental. Monsieur Gurdjieff disait qu'il faut apprendre à se séparer soi-même d'avec soi-même. Donc cette séparation de soi-même d'avec soi-même, c'est l'essence qui se désenglue de la personnalité, on pourrait dire comme ça, ma conscience se désenglue et retrouve sa vraie demeure, retourne à la maison, et à partir de là, je peux percevoir ces deux natures. Et à partir de là, la nature personnelle, faite de construction, de schémas, de peur, de doute, elle va s'harmoniser, comme notre ami l'a bien dit plus haut, la personnalité va naturellement s'harmoniser sous l'action de l'essence. Ce qui est particulièrement frappant dans cette expérience, c'est la clarté avec laquelle je ressens la distinction entre ces deux parties de moi et la manière dont elles interagissent. Là, vraiment, il y a une compréhension assez profonde, une expérience authentique, profonde, et une compréhension très profonde du type 5 qui, accédant à son essence, accède à l'omniscience. Donc, il n'a pas besoin de comprendre, mais il perçoit. Il perçoit intuitivement et directement ce dont il s'agit. C'est vraiment intéressant parce qu'on est dans le type 5 qui a besoin, pour se rassurer, de comprendre et de rationaliser, à un type 5, à ce moment-là, au contact avec l'essence, qui a accès à l'omniscience, à la compréhension directe de ce qui se passe. Et il l'explique avec une clarté magistrale. Je remarque une transition où la partie de moi qui est plus connectée à mon essence semble prendre le dessus, guidée par les pratiques et les enseignements de l'énéagramme et de la quatrième voie que nous explorons ensemble. Ça, je ne sais pas, à chaque phrase, il y a une pépite, il y a une perle. Je pourrais faire une vidéo, une formation sur ces témoignages. Je remarque une transition où la partie de moi qui est plus connectée à mon essence semble prendre le dessus. Monsieur Gurdjieff, toujours. Et ça, quand j'en parlais, il y a énormément de gens dans la quatrième voie qui me riaient au nez. Pourtant, c'est exactement, il y a une forme de transition, de basculement. La conscience se désenglue de la personnalité et elle commence à se diriger vers l'essence, à venir réhabiter. C'est comme un téléchargement, on pourrait dire, comme un sablier qui progressivement se déplace. Et quand le poids de l'essence commence l'essence est trop légère par rapport à la personnalité, quand elle commence d'un seul coup à recevoir cette nourriture et à prendre plus de poids, il y a un basculement. Ce que M. Gurdjieff disait, c'était il faut euh, rendre la personnalité passive et l'essence active. Donc active, la réveiller et lui redonner la barre au capitaine. Là, c'est un début de ce basculement. C'est fondamental. Tu m'avais donné l'exemple des enfants qui expérimentent les choses sans réfléchir. Il vit l'instant présent. Je ressens maintenant la même chose, une impulsion forte qui me guide. Voilà, là, je dis toujours, l'essence donne des impulsions, c'est une guidance. L'ego, c'est des compulsions. Ma personnalité sous l'emprise de l'ego, du mental, elle vit à partir de compulsions. La compulsion, elle m'impose un comportement. L'essence, elle me propose. C'est la différence entre impulsion, c'est la guidance, et compulsion. C'est une forme d'esclavagisme. L'ego me met sous son joug. Je suis l'esclave parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de me livrer à tel ou tel schéma, tel ou tel comportement, telle réaction émotionnelle. Et là, il le dit clairement, c'est-à-dire une impulsion forte qui me guide. Donc elle ne m'oblige pas, mais elle me guide. Et c'est à moi maintenant d'obéir ou pas. Je sais d'une manière naturelle où et comment. Ben voilà, c'est la réponse à la question. Je sais d'une manière naturelle où et comment aller et que faire exactement. Cela contraste avec l'autre partie de moi qui veut faire le contraire. Et effectivement, la personnalité mue par l'ego m'amène à faire le contraire de ce qui est bon pour moi, systématiquement. Donc là, il y a une lutte qui opère. M. Gurdjieff disait la lutte du oui et du non. M. Gurdjieff, toujours parce qu'il a absolument tout dit. Il a absolument tout dit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de la quatrième voie. Je vous renvoie sur les vidéos, je vous mettrai une vidéo sur la quatrième voie.
Donc, je sais d'une manière naturelle où et comment aller. Ben voilà, tu avais une question, quel est mon chemin de vie? Et là, la réponse, elle n'est pas mentale. C'est pas ton chemin de vie, tu dois faire ça, ça, ça. La réponse, c'est une reconnexion. Donc, je disais que j'avais pas de recette miracle. Non, et oui, la recette, c'est ça. La recette, c'est de réveiller cette essence, la rendre active, et à partir de là, elle me guide. Et je ne sais pas quel est mon chemin de vie à long terme. Je ne sais pas, je ne vais pas mettre des concepts. Je n'ai plus besoin de concepts pour dire, ah, je suis là pour ça. J'ai une grande mission, je vais sauver le monde ou sauver le féminin, sauver le masculin, réparer ceci. Non, là, je suis simplement à l'écoute, disponible, sans mes projections, sans mes attentes sur une mission importante. Je suis à l'écoute et je reçois la guidée. Et je ne sais pas forcément où ça va me mener, mais je n'ai pas besoin de savoir. Mais le mental, lui, a besoin de savoir. Et paradoxalement, le même mental qui voulait connaître son chemin de vie résiste à cette guidance qui constitue son chemin de vie. On le voit. Une autre partie de moi qui veut faire le contraire. Donc j'avais prévenu que cette vidéo serait un peu longue et je ne sais pas si je vais la séparer en deux ou pas. À vous de voir, sinon vous pouvez couper à un moment donné et puis reprendre plus tard parce que c'est très riche, c'est très dense et je n'ai pas vraiment envie de couper le fil conducteur. Mais peut-être que j'y serai obligé si elle dure 2 heures ou 2 heures et demie. Personne va se lancer dans une vidéo. Très peu de personnes vont se lancer dans une vidéo de 2 heures. Ce qui m'impressionne, c'est la manière dont ma conscience supérieure éclaire ma réalité. C'est très très bien dit. Non altérée par mes automatismes inconscients. C'est très bien dit. Elle met parfois en lumière des aspects de moi-même jusque-là inconnus, offrant une perspective plus objective. C'est la conscience objective dont parlait toujours Monsieur Gurdjieff, une perspective plus objective de moi-même et de la réalité. Les représentations des stoïciens s'effilochent et je commence à percevoir. Donc percevoir, j'ai déjà dit, c'est percer et voir, percer le voile et voir. Je commence à percevoir la réalité objectivement. Cette clarté enrichit ma compréhension et me rapproche de mon essence véritable. Découvrir à quel point ma perception de moi était déformée, c'est ça le problème. C'est qu'on croit qu'on est dans une évolution spirituelle, mais en fait, on a une perception de nous-mêmes et du monde, mais d'abord de nous-mêmes, complètement déformée. Et je suis en contact avec des gens ou des amis qui ont l'impression d'être qui un chaman, qui détenteur de telle mission et telle vérité, qui ont une perception complètement déformés et sont des caricatures de leurs énéatypes. Donc, ils prétendent être libres, être libérés, mais en fait, je ne peux pas prétendre être libéré si je reste la caricature de mon énéatype, c'est-à-dire du fonctionnement d'une personnalité sous l'emprise de l'ego. C'est aussi simple que ça. Ouvre de nous donc cette perception, cette découverte, de voir à quel point ma vision était déformée, ouvre de nouvelles voies pour mon évolution, me guidant vers une plus grande authenticité. C'est vrai, c'est une véritable authenticité, c'est la véritable authenticité. C'est l'émergence de l'essence et c'est être ce que je suis en profondeur. Toutes ces choses semblent surprenantes car nous avons à peine commencé à travailler ensemble. Il y a des personnes qui passent 4 ans dans les groupes et qui n'ont jamais, il y en a une, qui n'a jamais réellement expérimenté une vraie transformation et un vrai rappel, et puis il y en a qui vivent ça dès la première séance. Ça dépend du terrain qui a été préparé dans cette vie ou dans une autre. Donc là, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de toi. Si le terrain est bien préparé, il suffit de semer des graines et ça pousse tout seul. Parfois, là, j'enregistre cette vidéo, c'est le printemps, pluie, soleil, on tond la pelouse, 2 jours après, c'est très haut. Bah, en fait, c'est parce que les conditions sont parfaites pour l'émergence de la nature. Donc quand les conditions sont parfaites pour l'émergence de la nature profonde, de la nature intérieure, ça fleurit assez vite. Il faut faire attention, il faut toujours rester humble et ne pas s'identifier aux fruits, rester toujours dans une forme d'humilité et de, recul, de détachement de ces fruits. Laissez faire. Si ça tombe, si les fruits disparaissent, c'est pas grave. Je continue parce que je connais mon cap. Parfois, mon cap m'amène à traverser des espaces qui regorgent de fruits, des îles paradisiaques, et puis parfois des rochers, parfois des tempêtes. C'est pas grave. Le cap continue. Ça prouve que j'avance. Je tenais à vous en faire part de ce témoignage avant notre rencontre de ce week-end et à explorer ensemble les moyens de naviguer, ah bah ça tombe bien, de naviguer cette période de transition. Il n'y a pas à naviguer, il y a juste à maintenir le cap. Le cap est trouvé, les fruits en témoignent, donc je maintiens le cap.
Comment puis-je encourager et renforcer ce nouvel aspect de moi qui semble plus en phase avec mon essence et ma vision d'évolution? Laisser faire. Mais j'ai déjà répondu, mais c'est pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Laisser faire, continuer ce travail de rappel de soi, de présence, nourrir tous les aspects de ma vie avec cette présence, avec cette observation, et le travail se fait. Moi, c'est mon seul travail, maintenir la présence autant que possible, m'observer moi-même à partir de la véritable observation, non pas d'une métavision, d'une analyse, d'une introspection. C'est la grande différence. J'ai déjà besoin de trouver cet espace d'observation et de trouver le rappel de soi et ensuite de cultiver. Et les choses, arrêter de vouloir intervenir sur le processus, parce que ça, c'est le mental qui veut intervenir pour accélérer ou pour. Là, il parle d'encourager. Donc, c'est intéressant. Il ne parle pas d'accélérer ou on ne sent pas l'empreinte du mental, mais qu'est-ce que je peux faire pour nourrir? Bah, ce que tu fais déjà, rien d'autre. Y a-t-il des aspects particuliers de l'énéagramme de la quatrième voie que je devrais approfondir pour faciliter ce processus? Pour l'instant, non. Faciliter, c'est rappel de soi, observation de soi et disponibilité. Laisser les événements, les phénomènes passer. Si ce sont des phénomènes d'ouverture, je laisse passer. Si ce sont des phénomènes de fermeture et de contraction, je laisse passer. Parce que lorsque je commence à voir des choses négatives qui remontent, simplement des espaces de mon inconscient qui remontent, j'ai tendance à me crisper, à ne pas vouloir, à me dire non, ça revient, mince, je croyais m'en être débarrassé. Non, je laisse faire. C'est un processus d'accouchement, des contractions multiples. Donc, ne pas se focaliser sur les expériences positives et essayer de réprimer les expériences négatives. Il n'y a pas de positif et de négatif. Il y a des moments d'ouverture qui permettent d'aller creuser plus profondément, de sortir des engrammes qui viennent probablement de l'enfance, souvent, de l'adolescence ou de l'âge adulte, pour que ces engrammes puissent progressivement me quitter. Donc, un laisser-faire. Être présent, vigilant, m'observer, mais un total laisser-faire. Je ne réprime rien. Si, après une grande expérience d'ouverture, je revis des moments d'irritation, de fermeture, je laisse faire. Mais simplement, avec les outils qu'on utilise dans les groupes et les ateliers, je favorise, j'explore ces processus. Voilà. Là, c'est un peu mon VRP. Je suis profondément reconnaissant pour votre guidance et votre soutien dans ce parcours. C'est nécessaire jusqu'à un certain point. Mais quelqu'un m'a dit: «Oui, j'ai vu à quel point ma copine est dépendante de son enseignement». Bah, quelque part, c'est vrai. Mais l'enfant est dépendant des parents. Si les parents sont bienveillants, mûrs, ont dépassé leurs propres limitations et ont comme seul objectif l'intérêt de l'enfant, ils vont percevoir cette dépendance, mais ils ne vont pas en abuser et ils vont progressivement donner les outils de l'autonomie à leur enfant. Et même les laisser de plus en plus être les acteurs de leurs propres décisions. On ne peut pas laisser un enfant de 2 ans décider de quand est-ce qu'il veut traverser la route. C'est pas possible. Par contre, à 10 ans ou 12 ans, s'il a montré qu'il savait faire, on n'a plus besoin de lui tenir la main. Et c'est pareil sur le plan intérieur. Quand on entre dans un enseignement, on commence à explorer des contacts avec l'essence. Et on se rend compte que ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on a exploré jusqu'à maintenant. 99% du temps, c'est ça. Et je me rends compte que c'est quand je repars dans la vie, s'il n'y a pas de rencontre pendant plusieurs semaines, je n'arrive pas à maintenir. Et donc je reviens et à nouveau, cet espace s'ouvre. Et les mots, les conseils, la guidance viennent m'aider à digérer ce que je peux traverser. Donc il y a une forme de dépendance, mais elle est ponctuelle. Elle a pour but de donner des outils, d'édifier quelque part chaque étudiant, chaque élève intérieurement pour qu'ensuite, lorsque chaque élève ou aspirant est devenu un disciple véritable, il n'a plus besoin d'un maître à l'extérieur parce qu'il peut actualiser la guidance du maître à l'intérieur et ne plus se laisser manipuler par le fonctionnement de l'ego, par les mécanismes de l'ego. Alors, je n'ai plus besoin, je ne suis plus dépendant, mais j'acquiers une liberté, j'acquiers une conscience, une volonté que je n'avais pas avant. Donc j'ai besoin de me mettre dans une relation de dépendance ponctuelle, provisoire, pour accéder à une véritable libération. Parce que lorsque je suis dépendant de mes schémas, de mes mécanismes, de mes peurs, de mes projections, de mes compulsions, quelle liberté est-ce que j'ai? Aucune, même si je me crois libre. Donc, quelque part, l'essence, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo sur les conditions anormales de cet endormissement de l'essence, de cette rupture de contact, de la perte de contact avec l'essence qui réside dans l'enfance. euh, le manquement le plus profond, c'est le manque de soutien de l'essence.
C'est pour ça que l'essence n'a pas pu se développer. Et c'est pour ça, à cause des traumatismes par omission ou par commission que je détaille dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai été obligé d'endormir profondément mon essence, beaucoup trop vulnérable, beaucoup trop sensible pour supporter tout ça. Et quelque part, le groupe et l'enseignement et l'enseignant viennent, quelque part apporter ce soutien. Et dans ce soutien, l'essence se sent libre et elle se sent en sécurité pour pouvoir apparaître à ma conscience et commencer à se déployer. Puis quand je repars dans la vie, mes fonctionnements reprennent le dessus, je perds contact. Et progressivement, la présence et l'essence, on pourrait dire que ce sont deux synonymes, commencent à émerger dans ma vie. Mais seul, Monsieur Courgette disait: «Seul un homme ne peut rien». Seul, c'est très compliqué. Maintenant, chacun est libre, il y a des exemples, il y a je connais quelques exemples qui confirment la règle sur plusieurs, siècles. Il y a quelques exemples qui confirment la règle. Ramana Maharshi, par exemple, Édouard Salim Michael, mais l'un suite à une mort, une réelle mort, donc il aurait pu tout simplement y rester, et l'autre par un travail extrêmement acharné et une persévérance et une volonté de faire qu'aujourd'hui il est difficile de trouver dans le monde moderne. Voilà pour l'aparté. La découverte et l'intégration de mon essence à travers les outils et les perspectives que vous partagez ont été véritablement transformatrices. C'est ça, la découverte, donc découvrir, et le réveil de l'essence et son intégration sont transformateurs, transformatrices. La découverte, le réveil et l'intégration sont transformateurs. Je suis impatient d'explorer davantage cette expérience avec vous et de découvrir ensemble les chemins de croissance qu'elle m'ouvre. Patience. Les deux monnaies spirituelles, je ferai peut-être une vidéo dessus, disait Edouard Salim Michael dont j'ai parlé, l'attention ou la vigilance ou le rappel de soi et la patience. Ce sont les 2 monnaies qui me permettent d'obtenir des fruits réels sur le plan, spirituel au sens noble, sur le plan essentiel. Un autre mail, plus tard, retour et réflexion post-atelier énéagramme. Ça, c'est pas mon titre, hein, c'est le titre de notre ami. Bonjour Ludovic, j'espère que ce message te trouve bien. Suite à l'atelier sur l'énéagramme et les pièges à éviter auxquels j'ai participé samedi dernier, donc les j'en parle beaucoup dans la formation qui est simplement en cours de téléchargement. J'ai expliqué que c'est très, très long et elle est faite, elle est finie, mais c'est très, très long à mettre en ligne à cause de ma connexion très limitée. Et parfois, j'ai mis 2 vidéos par exemple, elles s'annulent. Au bout d'1 jour et demi de chargement, comme c'est trop long, il y a un problème, les 2 se sont annulés, donc j'ai dû recommencer. Voilà, mais ça va venir. En attendant, je me concentre sur des choses comme ça. Bonjour Ludovic, j'espère que ce message te trouve bien. Suite à l'atelier sur l'énéagramme et les pièges à éviter auxquels j'ai participé samedi dernier, je souhaite partager avec toi mes compréhensions et retours sur la mise en pratique de ton enseignement. Je m'excuse par avance pour la longueur de ce message, étant donné la richesse des insights que je souhaite partager. Il ne faut pas s'excuser, hein, d'ailleurs si je ne veux, d'abord, je ne lis pas, et de toute façon, je lis parce que c'est toujours riche, et même pour moi, c'est toujours riche d'avoir les retours et les prises de conscience. Heu, voilà. Merci plutôt pour, ces retours. En général, je ne privilégie pas trop ces retours écrits quand je suis dans un accompagnement direct. C'est ça n'est pas nécessaire. Mais comme voilà, le contexte fait que, les ateliers sont assez espacés, j'accepte. Mes compréhensions. En tant que type 5 habitué à l'analyse et à la réflexion, intégrer l'introspection émotionnelle et la présence à, là j'ai enlevé parce que ce sont des outils qu'on donne oralement et directement et qu'on accompagne, va enrichir mon développement personnel et spirituel. Oui, exactement. Pour un type 5, c'est extrêmement important d'intégrer cet espace émotionnel, ce centre émotionnel qui est très très souvent réprimé. Y compris d'ailleurs le centre instinctif, mais surtout le centre émotionnel. Favorisant l'équilibre entre le mental et les émotions, améliorant le corps et l'esprit, cela va me mener sans aucun doute à une expérience de vie plus riche et plus complète. Il y a beaucoup d'anticipation, on dirait un peu de fonctionnement du type 7, des anticipations. Mais, mais quelque part, à chaque fois qu'il a exprimé ce qu'il pensait que ça allait apporter, ça s'est concrétisé réellement. Donc c'est une forme de lucidité plutôt que je vois. Donc très important pour un type 5. Déjà, quel est mon type?
Quel est mon centre réprimé? C'est très important de l'identifier et développer mon centre réprimé. Sinon, rien n'est possible. Quel que soit le type que je, dans lequel je me retrouve, quel que soit mon type de fonctionnement, rien n'est possible. Le rappel de soi résulte de la combinaison entre l'auto-observation de nos en pleine conscience et la méditation sur nos. Voilà. Je ne peux pas mettre les. Pareil, même chose. Ce qui est fascinant dans l'auto-observation, c'est sa capacité à nous détacher de nos automatismes pour nous en affranchir. L'auto-observation est déjà une libération. C'est exactement ce que je dis en général dans les groupes. Parfois, les gens mettent beaucoup plus, en général, les gens mettent beaucoup plus de temps à l'expérimenter. Pas à le comprendre, parce que comprendre, c'est facile. Mais expérimenter et le voir en action, c'est autre chose. Transformant ainsi une force qui nous enchaîne et nous tire vers le bas en une force libératrice qui nous incite à avancer complètement. Complètement. À partir du moment où cette force est libérée, libérée de mes peurs, de mes attentes, de mes projections, de mon identification, quelque part, cette force qui était contre-productive, qui s'était inversée et qui agissait contre moi au lieu d'agir pour mon évolution intérieure, cette force libératrice, comme tu dis, elle nous pousse à avancer. Elle ne nous pousse pas, elle ne nous oblige pas, elle nous incite, elle nous invite même. Il ne s'agit pas du tout d'analyse, mais de quelque chose de plus subtil, une perception directe ou, en d'autres termes, une expérience vécue d'une perception directe. C'est ton audio nouvel enregistrement 13 qui m'a fait comprendre tout ça. Le rappel de soi n'est pas une analyse, ça n'est même pas une introspection. C'est, comme il le dit, quelque chose de plus subtil, c'est une perception directe. Les voiles sont ôtées. Je vois partir d'un autre espace plus réel en moi et je vois donc ce qui est faux en moi, que je prenais pour réel. Une expérience vécue, éprouvée, concrète, d'une perception directe. C'est très très bien dit. Le plus fascinant dans le rappel de soi est qu'il me permet de découvrir un nouveau mode de fonctionnement. En répétant le rappel de soi plusieurs fois, ce nouveau mode s'intègre en moi et me transforme grâce au travail de l'essence. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Je réalise que ce sont deux outils à la fois puissants et extraordinaires. Il y en a qui vont croire que j'ai créé moi-même ce témoignage pour donner les clés, mais non, il a vraiment, il existe vraiment et je n'ai rien modifié, pas une, même pas les fautes d'orthographe, qui sont rares d'ailleurs, mais plutôt des fautes de d'étourderie ou de frappe. Je n'ai rien modifié dans ce témoignage et rappel de soi et observation de soi. À partir du moment où j'ai compris que ça me transforme et ça me fait vivre des états de conscience libérés, profonds, authentiques, vastes, libérés de mes schémas, de mes mécanismes, de mes peurs, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'aspire à nourrir et j'aspire à renouveler ce rappel de soi, à le répéter comme il le dit, et à m'observer moi-même. Les deux vont ensemble. Suite à notre discussion, alors celui-là, je n'avais pas lu ce témoignage, je n'avais pas eu le temps, donc ça, c'est un témoignage que je découvre vraiment en même temps. Suite à notre discussion de samedi dernier, je souhaite partager une analyse honnête et objective à propos de B. Donc, il y a eu un problème dans un groupe, j'ai demandé d'ailleurs à quelqu'un de ne plus venir parce que ça n'est pas pour tout le monde, et voilà, ça c'est quelque chose dont je me réserve le droit, c'est la première fois. En général, j'utilise des procédés qui permettent aux personnes d'être mises à l'épreuve et de décider si oui ou non elles passent le cap. Là, j'ai été obligé de demander à la personne de ne pas venir. Parce qu'il y avait effectivement plusieurs signaux, et cette personne utilisait l'énéagramme et les outils pour nourrir sa compulsion encore plus, donc ça l'enfermait encore plus, et puis de semer la zizanie, notamment à l'encontre de notre ami qui témoigne ici. Mon impression est que B souhaitait que je ne rejoigne plus les ateliers, principalement parce qu'il se méfiait de moi. Oui, fort possible, me percevant comme une personne potentiellement manipulatrice et dangereuse, je ne sais pas. Cette méfiance semble avoir été renforcée par sa prise de conscience de ma capacité d'analyse et de perspicacité supérieure à la moyenne. Là, on pourrait y voir une trace d'orgueil, mais c'est quelqu'un qui est très très spontané, très sincère en fait, qui ne cherche pas à faire semblant. Donc et c'est vrai, type 5, qui a beaucoup creusé l'expérience humaine, donc il a une capacité d'analyse très très forte et de perspicacité, et on le voit dans son témoignage, qui lui donnait l'impression que je pouvais comprendre et analyser les situations avec une grande précision. Ça, je ne sais pas, ça lui appartient. Il semblait craindre que cette aptitude me permette de le manipuler ou de l'analyser, ce qui a engendré chez lui un sentiment d'insécurité. Je suspecte que B pourrait être un type 6 de l'énéagramme. Ça, je ne sais pas. Et puis ça le concerne lui. C'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse.
En outre, ma manière d'analyser les choses principalement à travers mon mental, combinée à une communication non verbale qui peut sembler inauthentique, oui, en même temps elle l'est. Enfin, moi je l'ai perçue comme ça, pourrait être interprétée par certains comme manipulatrice. Cette perception a déjà suscité par le passé soit de l'admiration, soit du rejet de la part de certaines personnes, craignant ma capacité d'analyse. Mon coach de vie qui m'accompagne depuis des années m'avait déjà alerté sur ce point. C'est pourquoi au quotidien, j'essaie de ne pas mettre en avant cette capacité d'analyse. C'était plutôt une prise de parole intempestive qui en tout cas, qui gênait, mais qui s'est, heu, des questions tout le temps, ce côté 5, besoin de savoir, de commenter, d'analyser, d'intervenir de manière très, très intempestive, mais qui s'est naturellement apaisé au fur et à mesure des ateliers, au fur et à mesure des conférences, parce que quelque chose d'autre a émergé et ce besoin d'intervenir compulsivement a fini par s'apaiser progressivement. C'est pas quelque chose sur lequel je dis: «Tu dois arrêter», en tout cas ça peut arriver, mais en général, si le travail est bien fait, ces schémas habituels commencent à s'estomper, à s'apaiser d'eux-mêmes. Lors de tes conférences ou ateliers, Ludovic, je m'efforce de comprendre pleinement les concepts et les notions que tu partages, c'est vrai, dans le but sincère de progresser spirituellement et personnellement. Voilà, on voit qu'il rajoute spirituellement. Tu sais, il y a une autre dimension qui est apparue. La réaction de B, selon moi, reflète une méfiance excessive envers tout ce qui est extérieur. Bon, ça, c'est son problème. Euh, voilà. Contrairement à ce qui est décrit, je suis tout le contraire d'une personne manipulatrice. Je pense que oui. Clairement. Néanmoins, cette situation avec B représente une opportunité, j'ai mis B au hasard, hein, ça n'a rien à voir avec son prénom ni son nom, une opportunité de mieux se comprendre, de reconnaître les projections que nous faisons sur les autres et d'ajuster notre comportement en conséquence. Voilà pourquoi, dans cette situation, j'ai demandé à l'un de partir et à l'autre, je n'ai pas du tout repris, même son besoin de compulsivement intervenir, parce que l'un avait une aspiration réelle et partagée en authenticité, et l'autre gardait tout pour lui pendant les partages, et aurait pu utiliser cette situation en partageant sincèrement, voilà ce que X fait, moi, voilà ce que ça génère. Non, il prenait d'autres personnes à part pour nourrir une forme d'animosité. Et là, on n'est pas dans un travail, on est dans un sabotage, on n'est pas dans un travail. Il aurait suffi qu'il vienne naturellement partager son expérience et ce que ça génère en lui, et on en aurait fait une occasion de travail. Mais ça montre qui a une aspiration à évoluer et qui n'a pas d'aspiration à évoluer et simplement nourrir des mécanismes. S'il n'y a pas une aspiration, rien n'est possible. Donc ça, c'est clairement ça, ce que tu dis est très très juste, c'est-à-dire Heu, utiliser cette situation, ces frictions, c'est aussi un des buts d'un groupe de travail pour mieux se connaître, en tout cas, pour mieux s'observer, pas forcément se comprendre, mais se voir, de reconnaître les projections que nous faisons sur les autres et pas forcément d'ajuster, mais en tout cas, d'en faire une expérience de travail. En partageant, par exemple, voilà, telle personne qui interagit tout le temps, voilà ce que ça génère en moi. Mais ça a été fait de manière, hem, qui n'était pas juste, tout simplement. Il me semble que B et moi ne pouvons pas continuer dans le même groupe. S'il avait utilisé ça pour un travail. Quand il y a des frictions, c'est très bien, quelque chose est possible. Et là, tu as utilisé ce travail pour une observation de toi, c'est tout. Car je ne souhaite pas changer ma manière de participer activement, j'avais pas lu ça, et de partager mes réflexions, même si elles peuvent être perçues par certains comme profondes ou intimidantes. Pour moi, cet espace est dédié à l'apprentissage et au développement personnel, plutôt au développement essentiel. Je pense même pouvoir inspirer certains participants par mon exemple, leur montrant l'efficacité de tes enseignements, Ludovic, et les motivant à s'investir pour atteindre des résultats similaires. C'est vrai que quand des personnes vivent des choses comme ça peut être une source d'inspiration et de motivation, parce qu'on voit que c'est possible. Surtout quand c'est réel, quand la personne partage, ça sonne juste. On sent que ça vient d'une expérience réelle et non pas d'une auto-illusion sur soi. Parce que le type 5, le problème, c'est qu'il sait tout, mais il n'expérimente pas. Hélène Palmer, dans le travail sur l'énagramme, disait, elle l'appelait le Bouddha non illuminé. Il sait tout. Là, on voit quelqu'un qui savait déjà beaucoup de choses, mais qui n'avait pas expérimenté. Et là, l'expérience, grâce à la connaissance qu'il a acquise, il met tout de suite du sens, mais l'expérience, elle est là. Et quand l'expérience est là et qu'une personne partage, ça va aimanter. L'authenticité du témoignage va permettre aux personnes de sentir que c'est juste, que c'est réel, et peut réellement motiver les personnes. Mes partages d'expérience. Première expérience, je m'adonne à la méditation chaque matin
Donc c'est pas vraiment une méditation, mais c'est une autre forme de travail. En me concentrant sur je passe et en m'efforçant de rester ancré dans le moment présent tout au long de la journée. Le fait de rester dans X d'une manière prolongée et répétitive a récemment mis une profondeur pris une profondeur particulière pour moi, au point qu'il m'est arrivé de ressentir fortement mon essence. Ça, c'est possible. Comme si mon mental s'était effacé. Oui, je pense. Laissant place uniquement à mon essence. Cette expérience, généralement réservée à des moments de méditation profonde, a été perturbée par des vertiges, des nausées et d'autres sensations désagréables, me poussant à interrompre ma pratique de pleine conscience. Donc là, il parle du rappel de soi. Donc c'est très intéressant. Ce que je peux expérimenter en me retirant du monde, dans un ashram, un temple, une grotte, dans un espace de méditation où je suis coupé du monde et je vais à l'intérieur, je peux l'expérimenter de manière aussi profonde, mais beaucoup plus incarnée dans mon quotidien, dans mes relations, quand je fonctionne dans le monde extérieur, en maintenant cet état de rappel de soi. Je vais toucher cet état profond, mais qui ne sera pas réservé à des moments particuliers de méditation, qui va simplement s'incarner de plus en plus dans mon quotidien. La quatrième voie est une voie dans le monde. Jésus a dit à ses disciples, soyez dans le monde. Ne soyez pas du monde, donc c'est vraiment cette notion de se désidentifier, mais soyez dans le monde, agissez dans le monde. C'est vraiment ce que propose la quatrième voie. Depuis, chaque fois que je tente de méditer profondément ou de me concentrer intensément sur, je ressens à nouveau ces désagréments, comme si mon mental cherchait à m'éloigner de cet état où mon essence prédomine. Exactement. Pas besoin de commenter. Dorénavant, j'envisage de gérer ces sensations et émotions désagréables par l'observation de moi sans jugement, sans pour autant forcer, répéter les choses ou vouloir rester dans un état de pleine conscience de manière prolongée. Voilà, tout est dit aussi. Gérer ces sensations et émotions désagréables par l'observation de moi, de soi-même, sans jugement, sans chercher à modifier, en laissant ces choses se dérouler, sans pour autant forcer à rester ancré dans quelque chose de positif, sans répéter les choses ou vouloir rester dans un état de pleine conscience d'une manière prolongée. L'état de pleine conscience, il peut coexister avec ces sensations et émotions ou pensées désagréables. Il n'est pas exclu de cette expérience. Simplement, mon attention se focalise sur ce qui est négatif et oublie de contacter cet espace. Mais je peux, même dans ces sensations, émotions, pensées désagréables, dans ces états désagréables, je peux expérimenter la conscience de moi-même en train de vivre ces états désagréables. J'ai pas besoin de faire autre chose que ça. Deuxième expérience, j'ai une question cruciale à vous poser concernant ma pratique d'auto-observation. Lorsque je m'engage dans cet état, là pareil, j'ôte publiquement en tout cas, en me concentrant simultanément sur les trois centres de la triade, sur ce que je vois et pense, le mental, ce que je sens, émotion, c'est plutôt ce que je ressens, et ce que je sens physiquement, centre moteur, je vis systématiquement une intense expérience énergétique. Je perçois une contraction dans ma poitrine, comme si mes pectoraux cherchaient à s'ouvrir. On en a parlé, hein, lors d'un atelier. On peut avoir une sensation physique quand l'essence s'éveille, que quelque part elle est prise dans une cage, elle est enfermée et elle a besoin d'espace. Et donc on a comme la sensation ou presque l'envie d'ouvrir, d'écarter physiquement. On parle des pectoraux, une contraction dans la poitrine, et puis en parlant, c'était une sensation physique. C'est très bon signe. Souvent, cette réaction me distrait de mon objectif initial d'observation pure. Bon, là, j'ai donné des outils. Il y a des outils très simples. De ce fait, je me concentre sur un des centres. Par exemple, face à une pensée de procrastination qui m'empêche de réaliser une tâche, j'observe cette pensée à travers le voir, le centre mental uniquement, ce qui m'aide à me dissocier de cette pensée sans pour autant provoquer de réactions énergétiques notables. Ces réactions énergétiques ne sont pas négatives. J'ai besoin de les laisser faire. Attention de ne pas fuir l'expérience. Voilà. Cependant, je sens que cette approche est limitée et bancale car elle néglige les aspects émotionnels et moteurs liés à cette pensée. En effet, je n'y intègre pas avec le voir dans cet exemple ce que je sens, les émotions et les sensations. Pouvez-vous me conseiller sur la manière la plus complète d'aborder cette pratique? Voilà, ça on l'a vu ensemble. Je pense avoir fait des progrès concernant la division de l'attention lors des interactions. Maintenant, je parviens à diviser mon attention simplement en étant pleinement conscient et présent.
sans me concentrer spécifiquement sur l'outil. Alors attention, cet outil-là, il est nécessaire d'essayer de le garder, mais l'outil est un moyen d'accéder à un espace. Et si je trouve le chemin vers cet espace, l'outil, la béquille, je peux m'en séparer. Cela produit le même effet, je peux observer mon interlocuteur avec du recul et capter diverses informations subtiles sur lui grâce à une perception directe. Depuis l'essence, j'ai une perception directe. Et effectivement, ça peut générer ce genre de, de phénomène. Aussi, ainsi, je me détache de mon mental et établis une connexion authentique avec l'autre. Il avait déjà expérimenté cette connexion depuis le mental et puis le besoin de comprendre et d'interagir avec une connexion d'être à être. Donc là, on y est, hors atelier, dans la vie réelle, en étant véritablement moi-même. À ce moment-là, j'emploie une approche similaire à celle du type 3, celle du caméléon, qui me permet de m'adapter spontanément et automatiquement à sa communication. En réalité, je modélise aisément la communication verbale et non verbale de l'autre grâce à la perception directe. Effectivement. Et là, on est dans quelque chose de cœur à cœur, d'être à être. Pourquoi le type 3 il peut être un caméléon? Parce qu'il capte les émotions, les ressentis, les attentes et il s'y adapte. Là, c'est pas ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est que si le type 3 peut faire ça, c'est que c'est un attribut de l'essence, c'est une capacité d'intuition dont je dispose. Mais à partir de l'essence, je ne vais pas utiliser ça pour manipuler l'autre ou pour correspondre à des attentes, mais pour ajuster, pour entrer dans une relation juste avec l'autre. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Grâce à la perception directe, je ne vais pas m'adapter à ce qu'attend l'autre, mais je vais euh, entrer dans une relation, dans une communication, dans une discussion authentique qui est ajustée à la personne, à ses besoins réels, profonds, à ce qu'elle est capable d'entendre, etc. On est dans une action essentielle. À partir de l'essence, dans une perception totale et directe, verbale, non verbale, même ce qui est plus subtil, et à partir de là, je m'adresse à l'autre dans son intégralité, à partir de mon intégralité et à partir de mon intégrité. C'est pour ça que le mental doit s'apaiser pour que je puisse avoir accès à ça, sinon je risque d'utiliser pour de très mauvaises raisons. Mais quand je suis dans cet espace, il n'y a pas ces mauvaises motivations. Seule la bienveillance envers l'autre existe, donc il n'y a pas de manipulation. Quatrième expérience, cultiver un état de présence et de conscience à soi à plusieurs moments de la journée est devenu pour moi une routine enrichissante. Nous sommes des êtres d'habitude. Ce Kojève disait l'habitude, elle peut être destructrice comme elle peut être nourrissante. J'ai besoin de créer des habitudes qui me nourrissent. Donc, créer ces moments de présence et sentir les effets profonds, profondément transformateurs et libérateurs qu'ils entraînent me donne encore plus de motivation pour mettre en pratique et devient, quelque part, je crée une habitude et je me nourris de cette habitude. C'est une habitude nourrissante, m'ouvrant la voie à une découverte étonnante. Lorsque je me centre sur cet état de conscience de deep, et si je suis suffisamment concentré, je peux m'attaquer à l'un de mes défis majeurs, ma communication orale. Je parviens à explorer en profondeur, à identifier ce blocage au sein de ma conscience et de mon esprit, comme un fil d'Ariane mentionné dans l'une de tes vidéos qui va remonter jusqu'à mon blocage. Exactement, c'est ce que j'exprime dans mes vidéos, dans les groupes, dans le travail. Quelque part, c'est tout ce qui est, tous mes schémas, mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes émotions, je peux saisir ce fil pour aller rencontrer le moteur, la motivation profonde derrière, comme un fil d'Ariane. En fait, c'est extrêmement simple le travail. Si j'accepte, si j'ai compris en profondeur ce que je dois faire et que j'utilise tous les matériaux qui remontent à l'intérieur et toutes les situations à l'extérieur, les épreuves de la vie, les frictions dans un groupe, à l'extérieur d'un groupe, dans mon travail, si j'utilise tout ça pour évoluer, alors je vais évoluer très vite. Cependant, je ne parviens pas encore à saisir les motivations profondes de ce blocage, bien que je puisse ressentir les émotions qu'il engendre. Intuitivement, je sais quelle réaction physique adopter pour le modifier et le transformer. En répétant ce nouveau comportement, j'enseigne à mon corps à ne pas réagir de la même façon lorsqu'il s'agit de communiquer. Pour la première fois, je réalise qu'il est possible de prévenir l'ancrage d'émotions négatives ou de les transformer lorsqu'ils s'inscrivent dans notre corps. Voilà, voir la vidéo sur les émotions euh, dont il parlait tout à l'heure, afin qu'ils ne se réactivent pas automatiquement face à une situation perçue comme stressante.
Je surveille le timing en même temps, 1 heure et demie déjà, avant montage. En conclusion, je tiens à te remercier profondément pour tout le soutien et les orientations que tu m'apportes dans mon voyage de développement personnel et spirituel. Donc c'est bien, et on rajoute maintenant l'autre aspect que l'aspect personnel. Ta guidance est un phare dans ma quête de compréhension. Donc là, il me remercie. Et là, c'est une suite. Donc je réponds, et voilà, il me répond: «Bonjour Ludovic, merci pour ton message et pour l'intérêt que tu portes à mes témoignages. Je suis d'accord pour que tu partages mes expériences sur la chaîne YouTube». Voilà, je le remets parce que c'est important, de manière anonyme. X. C'est une belle opportunité de contribuer et j'espère que cela pourra inspirer et aider d'autres personnes dans leur parcours. J'en suis convaincu. Je tenais à ajouter que si j'ai pu évoluer, c'est en grande partie grâce à l'application de ce que j'ai appris de toi à travers tes vidéos YouTube, tes conférences et surtout les exercices pratiques et outils que tu proposes. C'est intéressant parce que tout à l'heure, c'était surtout grâce aux vidéos et là, on est dans un travail concret et là, c'est surtout grâce aux pratiques et outils. Parce que c'est bien les enseignements, mais si on ne met pas en pratique et si on ne nous donne pas des outils concrets pour évoluer, on regarde des vidéos, on passe notre vie à regarder des vidéos sur YouTube, on se dit: «Ah super, elle a été nourrissante, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie comme changement?» En général, pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment très important de souligner que c'est la mise en application des outils et pratiques qui ont permis ces transformations. Ce n'est pas de m'écouter parler, ce n'est pas d'écouter une conférence ou une vidéo. Même un atelier, c'est bien, on vit des choses profondes, on a des compréhensions, des insights, comme tu dis, mais pour évoluer et avoir une transformation profonde, c'est dans le quotidien, dans la mise en application, au feu de la vie quotidienne, au feu de ce que je peux vivre, que vraiment ces outils vont produire leurs fruits. Ces exercices et outils sont puissants et m'ont permis de travailler en profondeur. Ils sèment des graines de transformation qui continueront à germer et à croître tout au long de ma vie. Exactement, tant que tu maintiens ces pratiques, qui vont se fluidifier, qui deviennent une espèce de seconde nature, quelque chose qui ne demande plus un effort, plus le même effort, qui s'auto-alimente, qui s'auto-nourrissent. Et donc, voilà, bien à toi et merci encore. Partage d'expérience sur le rappel de soi. Bonjour Ludovic, je tenais à te remercier chaleureusement, c'est un autre mail plus tard, pour ta vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais plus laquelle, qui m'a beaucoup intéressé et a suscité chez moi un grand intérêt. Tes réflexions m'ont été précieuses et vont certainement enrichir mon approche de la quatrième voie. J'étais sur le point de te laisser un commentaire sur YouTube, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire, craignant que, que mon message ne soit mal interprété par ceux qui ne sont pas familiers avec cette approche. C'est possible. Sur le plan personnel, en ce qui concerne le rappel de soi, je parviens parfois à l'expérimenter de manière consciente, comme tu l'as décrit. Cela nécessite de ma part une concentration soutenue ainsi qu'une volonté et un effort mental significatif. Oui, c'est un effort particulier qui est assez intense et qui dure très peu de temps parce qu'il est intense. Et j'ai expliqué, il y a un aspect alchimique, ça demande une certaine qualité d'énergie qui a besoin d'une très très grande énergie grossière pour produire une énergie intermédiaire en assez grande quantité pour pouvoir extraire de cette énergie semi-grossière, on va dire, une énergie très fine qui se brûle très vite. Mais la pratique du rappel de soi va nourrir cette énergie très fine. Et cette énergie très fine est nécessaire à la pratique du rappel. Donc au début, ça demande une concentration soutenue, une volonté et un effort mental significatif, c'est très bien dit. Ces moments de réussite sont éphémères, ne durant que quelques secondes. Voilà, l'énergie est brûlée très vite. Mais c'est pas grave, parce que grâce aux efforts, elles vont produire une plus grande quantité de cette même énergie. Du coup, au fur et à mesure, ça pourra durer progressivement de plus en plus longtemps. Mais à chaque fois que je prends conscience de moi-même dans l'acte d'observation, je m'en trouve aussitôt extrait. Le mental réintervient. Mais c'est pas grave, je recommence. Ce qui me fascine dans la pratique du rappel de soi, c'est la différence perceptible selon que l'on observe une scène animée ou non. Par exemple, en observant une rue déserte avec le rappel de soi, j'ai l'impression que le temps se fige, comme si j'observais une image statique. Il y a une forme, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'unité qui fait qu'on est dans un instant d'éternité et ce mouvement continu, à un moment donné, s'arrête. Il y a une forme de stop. Le mental s'arrête. C'est le mental qui produit un mouvement permanent. Là, il y a contact avec quelque chose de l'ordre de l'éternité. En revanche, si une voiture passe, mon attention se scinde, me faisant percevoir deux plans de conscience distincts, moi en tant qu'observateur et la voiture évoluant sur un autre plan de conscience, voire de fréquence.
Cette découverte m'a étonné et je tenais absolument à la partager avec toi. C'est très, très intéressant. C'est fondateur. C'est une expérience fondatrice et c'est pas la même fréquence. Nous sommes dans 2 dimensions différentes et là, on est vraiment dans ce que disait monsieur Gurdjieff, c'est-à-dire qu'il faut 2 impressions pour produire le rappel de soi. Hem, Par exemple, je regarde la rue et je me regarde ou je m'éprouve moi-même en train de regarder la rue et là, il y a une ouverture, il y a un espace qui se crée à l'intérieur. Un espace secret se crée. C'est vraiment très difficile. C'est comme disait Jésus, aussi difficile que pour un chameau de traverser le chat d'une aiguille. Donc ce sont des moments fugaces qui adviennent et que j'apprends à apprivoiser. Je compte bien sûr poursuivre la pratique du rappel de soi pour parfaire ma maîtrise en tirant parti de la neuroplasticité. Oui, il y a, me- quelque part, sur le plan intérieur, plus je pratique et plus ce chemin d'accès se crée. J'ai parlé de la dernière vidéo sur le témoignage sur le rappel de soi. Il y a un chemin avec des ronces, j'ai du mal à le prendre, mais quand je commence à le prendre, je me blesse, c'est dur, et progressivement, je vais nettoyer ce chemin et je vais l'aplanir. Et je vais avoir de plus en plus de facilité à le prendre. Voilà, les formules de politesse. Hem, le dernier mail, on arrive à la fin de cette vidéo. Partage de réflexions et d'expériences récentes sur mon cheminement spirituel. Ah, là, on a abandonné le mot personnel et il reste le mot spirituel. C'est intéressant cette évolution dans le vocable. Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la longueur de ce mail. Je répète, il n'y a pas à s'excuser. Je prends un moment pour partager avec toi quelques réflexions et expériences qui ont marqué récemment mon parcours de développement personnel et spirituel. Ces moments ont été profondément enrichissants, là on rajoute spirituel hein, toujours, et offrent de nouvelles perspectives que je pense importantes à communiquer en détail. Lors d'un pique-nique récent dans un parc avec des personnes que je rencontrais pour la première fois, j'ai décidé de m'engager pleinement dans l'instant présent, sans aucune attente, profitant simplement de l'expérience. Voilà, une détente intérieure, une vigilance. Moi j'entends s'engager dans l'instant, il y a une forme de vigilance, d'attention, mais sans attente. Une ouverture, une disponibilité à l'expérience, à l'autre, à la vie. Inspiré par une de tes vidéos sur YouTube qui conseillait de lâcher prise sur nos états internes et de vivre pleinement le moment sans attendre de résultats spécifiques, j'ai choisi de mettre ces conseils en pratique. Voilà la différence entre des personnes qui regardent des vidéos et des personnes qui essayent d'expérimenter. C'est toute la différence. Non pas sur le plan intérieur, mais dans mon interaction avec le monde extérieur. C'est la même chose. Finalement, c'est la même chose. Alors que je me laissais aller à cette présence, j'ai progressivement glissé vers un état de conscience élargi. Mon attention s'est ouverte à tout ce qui m'entourait. Je voyais les détails du parc comme si tout se déroulait au ralenti, captant des aspects du monde que je n'avais jamais perçus auparavant. Une conscience objective, une conscience qui s'ouvre, en circulaire, à 360 degrés. Et l'impression que cette notion où des choses vont au ralenti, ça montre que il y a un autre centre qui est à l'œuvre, un autre espace. Le chant des oiseaux, jusqu'alors inaudible, les odeurs nouvelles, tout s'est intensifié. Voilà, la perception devient beaucoup plus fine. Des choses que je ne percevais pas ou que je ne voyais pas émergent dans ma conscience. J'avais une perception à 360 degrés. Ce n'était pas uniquement mes yeux qui regardent le monde autour de moi, mais tous mes sens. Je pouvais par exemple ressentir et percevoir ce qui se passait derrière moi sans me retourner. Très très intéressant. C'est un des phénomènes de cette émergence de l'essence, de ce contact avec l'essence. Sentiment d'unité. Je suis un avec tout en fait. Et à partir de là, je perçois ce qu'il y a devant, derrière, ce que je ne percevais pas, avec d'autres sens quelque part. J'avais une perception à 360 degrés, c'est ça, c'est ce que je disais, une conscience circulaire, on dit ubiquitaire. Ce n'était pas seulement mes yeux, mais ça j'ai déjà dit. Cette expansion de mes sens s'est poursuivie lors d'une visite ultérieure dans un supermarché. J'étais en mode observateur, percevant le monde à travers une nouvelle lentille, comme si mon essence regardait à travers mes yeux. Exactement. Désireuse de saisir chaque détail de l'environnement. L'essence se nourrit, quelque part, de tout.
de tous les détails de l'environnement, des pensées, des sensations, des émotions. Tout est nourriture, en fait, pour l'essence. Et quand le filtre du mental n'est plus là, l'essence se nourrit et elle veut se nourrir parce elle se développe grâce à cette forme de nourriture. Je suis en contact direct et en unité avec le monde extérieur. Cette perception me rappelait celle d'un enfant découvrant le monde avec un regard neuf et curieux. L'aspect d'un regard neuf et curieux, c'est un aspect de l'essence. C'est la preuve d'un contact avec l'essence, passant d'un détail à l'autre, absorbant tout. Nous devenons des espaces de réceptivité. Nous recevons, nous absorbons les vibrations de l'environnement qui viennent nourrir cette essence. J'avais la certitude que c'était mon essence qui observait le monde, tandis que je prenais du recul, une position de témoin conscient de ce qui se déroulait. Pour moi, c'est une expérience de rappel de soi. C'est une expérience de rappel de soi. Mon commentaire sur cette expérience. Voir le monde avec une nouvelle fraîcheur, l'impression de voir le monde comme entièrement neuf, entièrement nouveau. Ce qu'on le regarde depuis peut-être des centaines ou des milliers de fois nous apparaît d'un seul coup comme neuf, comme si nous le voyions pour la première fois. Comme un enfant avec fraîcheur et émerveillement, comme un enfant qui découvre son environnement, exactement, peut être décrit comme un état de veille ou la vraie conscience de soi. Effectivement, je suis d'accord. Cette capacité de voir, ressentir et d'entendre avec une clarté renouvelée, très bien dit, comme si c'était pour la première fois, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, est un signe d'être plus connecté avec mon essence plutôt qu'avec les automatismes de ma personnalité, de type 5 social de l'énéagramme. La personnalité qui a des filtres, des automatismes. Et là, on voit à travers les filtres la réalité telle qu'elle est. Et elle est merveilleuse. Elle est toujours renouvelée. Le fait que je ressentais comme si mon essence voyait à travers mes yeux, exactement, et que j'avais l'impression d'observer le monde avec une perspective de retrait. Ça n'est pas un détachement, ça n'est pas une fuite, c'est une expérience concrète de, parfois on a l'impression de voir depuis derrière. Ce n'est pas une métavision, c'est autre chose. Attention à ne pas confondre la métavision avec cet espace sacré, quelque part. C'était une réelle séparation entre l'observateur et l'observé. L'observateur réel, c'est la conscience. Et l'observer, c'est ce que je crois être au quotidien. C'est un état où on n'est pas seulement plongé dans l'expérience, mais également conscient de sa propre présence et observation. C'est très très bien dit. Après l'éveil initial de mon essence, j'ai un sentiment renouvelé de vitalité et de connexion avec la vie. C'est le fruit du réveil de l'essence. Ressentant parfois des moments où tout semble fonctionner en ma faveur. Oui, le capitaine est là et même les vents contraires sont intégrés par un bon capitaine. J'ai failli interpréter cela comme un pouvoir lié à la loi d'attraction. Cependant, j'ai pris conscience que je risquais de m'enfermer dans le matérialisme spirituel. Voilà, c'est un piège qui a été déjoué, mais il est important de voir. C'est le mental qui dit: «J'ai cette capacité, je peux attirer des choses». L'essence n'a pas besoin d'attirer, elle attire, elle aimante, c'est sa nature. À partir du moment où je veux commencer à utiliser cette capacité pour obtenir, je me coupe de l'essence et je me coupe de cette possibilité. J'ai besoin de ne pas être avec des attentes, d'être sans attente, sans projection. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cap, j'ai une direction, mais ce n'est pas le mental qui veut utiliser ses capacités, ses phénomènes pour obtenir ce que lui veut obtenir. La quatrième voie nous enseigne que les bénéfices de l'éveil de l'essence ne sont pas des outils pour attirer des gains matériels, mais plutôt des manifestations naturelles d'un état de présence et d'harmonie interne. Je ne sais pas quoi dire, c'est tout à fait ça. C'est très, très bien, exprimé. Cela m'aide à comprendre que notre véritable alignement avec l'univers n'est pas une méthode pour obtenir ce que l'on veut, mais un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et de la vie. C'est, tout à fait ça. Cette réalisation m'a permis d'éviter de tomber dans les pièges du matérialisme spirituel et de rester fidèle aux enseignements profonds de la quatrième voie en recherchant une évolution de la conscience plutôt que des résultats matériels. Et voilà, et quand matériel, ça peut être aussi certaines émotions, certains états, phénomènes, peu importe, des ouvertures,
des pouvoirs, peu importe. En réalité, la seule chose qui importe, c'est l'évolution de la conscience. Et quand des phénomènes comme ça sont produits, le mental peut s'y attacher et on peut quitter le développement spirituel pour entrer dans une nouvelle identification à un moi spirituel, un ego spirituel. Ce n'est pas tant que l'univers conspire en notre faveur de manière mystique, mais plutôt que notre propre état de présence et d'harmonie interne crée des conditions propices à des expériences positives. En tout cas, à une croissance intérieure. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, j'entends que l'univers conspire à mon éveil. J'arrive pas à adhérer complètement. Là, j'adhère. J'adhère complètement. Description de mon état interne actuel. Ces derniers jours, j'ai connu des moments où ma perception habituelle s'est soudainement élargie, me révélant des réalités bien plus vastes et profondes que ce que mon état de conscience ordinaire ne me permettait de percevoir. Ces instants sont marqués par une clarté et une compréhension spontanée qui transcendent ma pensée habituelle. La pensée est très limitée. La perception pure est vaste et globale et profonde. Et la clarté, c'est vraiment un mot qui correspond tout à fait à ce qu'on peut ressentir, une forme de brillance totale, une forme de clarté. Dans le Dzogchen, on parle de la claire vision. Il y a une clarté liée à cette perception directe qui perce la pensée habituelle et qui ouvre des espaces que l'on ne peut même pas imaginer avant d'y avoir touché. Ces expériences ont profondément impacté mon mental qui se trouve souvent dépassé et peine à suivre. Le mental ne peut pas suivre. Il n'a plus de référence dans ce domaine. Il est perdu. Ça le dépasse largement. Engagé habituellement dans des processus logiques, il lutte pour traiter et intégrer ces nouvelles perceptions, ce qui peut mener à un sentiment de désorientation ou un vide temporaire, pas la peur de vide, mais un vide qui est bien vécu et bien intégré, remettant en question les anciens schémas de pensée. C'est le processus de la mort à soi-même, au vieux moi, pour l'émergence du nouveau moi, du vrai moi. Parallèlement, je ressens que des processus profonds agissent en moi, indiquant une phase de transformation intérieure. C'est c'est ce que je dis, effectivement, de longueur de vidéo ou d'atelier, c'est l'agent transformateur, l'essence, qui œuvre à l'intérieur. Et ces transformations et ces processus sont extrêmement profonds. Ces processus peuvent impliquer un changement de la manière dont je perçois moi-même et le monde autour de moi. Il y a une sensation que quelque chose au fond de moi est en train de changer, souvent à un niveau qui n'est pas complètement accessible à la compréhension consciente. Et souvent, tant mieux, elle pourrait interférer. Là, elle ne peut pas, ça la dépasse. Ce que je vis pourrait être vu comme une période de transition entre deux états de mon être, la chenille et le papillon. C'est ça, la chrysalide. Donc la chenille et le papillon que je suis en train d'observer au fond de moi, cette métamorphose qui peut être déstabilisante car elle défie l'ancien modèle de mon moi, celui construit par la personnalité pour faire place à quelque chose de plus authentique, plus vrai, mon essence. C'est vraiment ce qui est en train de se passer et j'en suis vraiment heureux. J'éprouve aussi parfois le besoin de ne rien faire, de laisser ces transformations se produire naturellement sans forcer le processus habituel de travail conscient sur moi-même. C'est c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a un côté proactif et un côté ne rien faire, de laisser ces transformations se produire naturellement sans forcer le processus habituel de travail conscient sur moi. C'est intéressant parce qu'on passe à des questions, comment je peux accélérer, approfondir, comment je peux, et là c'est un laisser faire. Là, il y a vraiment une transformation qui s'opère. Cette période de repos et d'intégration est cruciale après des expériences aussi intenses, tout à fait, permettant à mon être de s'ajuster et de s'aligner avec ces nouvelles ouvertures de conscience. Il y a besoin qu'ils se mettent au diapason. Donc il y a des moments effectivement où il y a besoin d'un répit, un stop, un vide quelque part, un arrêt pour pouvoir digérer, pour pouvoir assimiler. Je réalise qu'il n'est pas possible de maintenir constamment un état de vigilance et d'effort conscient dans mon évolution spirituelle. Il est essentiel de savoir quand se reposer. Exactement. En tout cas, surtout au début. Mais c'est nécessaire. Yin, yang. Cette période de repos et d'intégration est cruciale après des expériences. Ben oui, c'est ce que j'ai. Non. Il est essentiel de savoir se reposer. Néanmoins, il est crucial de discerner si ce repos est une véritable intégration ou un détournement subtil par le mental pour éviter un travail intérieur plus profond. Je suis vraiment ravi de voir quelqu'un qui comprend à ce point aussi rapidement
et qui est vigilant par rapport au piège du mental. Il y a effectivement, parfois, il peut être juste de laisser, reposer, de ne pas chercher forcément un travail actif pour pouvoir intégrer ce que j'ai perçu et parfois ça peut être un piège de l'ego. Donc il est nécessaire de travailler le discernement et là, on voit que le discernement semble là. Le mental peut créer des états de faux calme pour échapper aux exigences de la transformation intérieure. Je pense que cette vidéo est très riche et que le fait qu'elle soit très longue va dissuader les personnes qui ne sont pas motivées, donc je vais la laisser en une vidéo qui fera probablement environ 2 heures, mais c'est tellement riche que c'est une manière aussi de, mettre de côté les personnes qui n'ont pas l'aspiration, qui n'ont pas la motivation. Les personnes vraiment motivées iront au bout et ceux qui m'écoutent là sont allés au bout de ce témoignage. Il est très, très riche et il est une belle explication, une belle démonstration de ce qu'est un travail intérieur bien conduit. Il est important de continuer à observer ces états sans jugement et de comprendre leur véritable nature. S'agit-il de résistance déguisée ou d'une authentique phase de repos? C'est pas la même vibration, c'est pas la même fréquence. Et si tu as compris, senti la différence de vibration, dans ce qui vient du mental porte une vibration, ce qui vient de l'essence porte une vibration plus subtile, plus authentique, plus légère, et j'ai besoin d'apprendre à discerner. Ça fait partie du cheminement, l'apprentissage du discernement, de trancher entre ce qui vient de l'ego, de ne pas me laisser aller, et ce qui vient de l'essence, et d'écouter la guidance. Cette question nécessite une observation honnête, exactement, et peut bénéficier des conseils d'un enseignant expérimenté dans ces matières. Encore une fois, merci infiniment pour ton guidage éclairé, Ludovic. Ton soutien est essentiel à ma croissance et je suis profondément reconnaissant pour la sagesse que tu partages avec moi. C'est pour ça que je suis là et c'est très nourrissant pour moi d'avoir ce genre de témoignages. Dans les groupes de travail, il y a énormément de témoignages comme ça, il n'y a que ça. Mais en général, dans les témoignages vidéo, c'est différent parce que le travail ne peut pas être aussi profond pour l'instant à distance, mais il opère quand même. Mais là, on est vraiment dans un processus de transformation profonde. Avec toute ma gratitude, X. Voilà, donc là, c'est une permission, je le mets parce que c'est important de savoir que je ne partage que les témoignages qu'on m'a, autorisé à partager. Donc, on a fini avec cette vidéo qui est longue, mais tant mieux, ça permettra de, comme je l'ai dit, de séparer les personnes vraiment motivées qui iront jusqu'au bout et les personnes moins motivées qui, n'iront pas jusqu'au bout ou qui verront que, la vidéo est longue et qui ne voudront même pas la regarder. Ça fait partie du travail. Donc c'était un témoignage vraiment riche, qui a eu lieu sur plusieurs mois. Donc là, c'est les tout derniers jours et le premier témoignage date de plusieurs mois, 3, 4 mois, peut-être 5. Donc c'est assez rare une évolution aussi rapide. C'est d'accord? Il y en a, mais c'est pas la norme, on va dire. Si le terrain a été bien préparé, l'enseignement vient porter des fruits très vite. Sinon, si le terrain n'a pas été bien préparé ou a été dévié même, a été, ou amendé avec de très mauvaises choses, il faut d'abord faire un processus de purification, de nettoyage, puis préparer le terrain en même temps qu'on sème les graines. Donc on n'avance pas tous à la même vitesse et puis l'aspiration profonde d'une personne va produire en général, si elle est sincère et authentique et profonde, une évolution plus rapide. Si l'aspiration n'est pas, très profonde, elle doit être nourrie et elle est nourrie progressivement parce que le mental, l'ego qui vient chercher des choses est progressivement remis à sa place et l'essence qui s'éveille aspire de plus en plus à s'éveiller. Donc ça fait partie du jeu. On voit bien cette notion entre la voie subite et la voie graduelle, les 2. C'est-à-dire que sur plusieurs mois, il y a une évolution et un approfondissement, mais quand l'expérience est là, elle est totale, elle est pleine et entière, elle est subite, elle est directe. Donc, il y a pas c'est pas voie graduelle ou voie subite, c'est les 2 en même temps. L'éveil est subite, le contact avec l'essence est plein et entier dans l'instant, dans l'éternité, mais la manière dont je vais pouvoir approfondir ça dans ma vie et surtout toucher des espaces encore plus profonds au fur et à mesure de ces contacts se déroule dans le temps. Donc merci, pour ton témoignage. Merci à celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à m'envoyer des témoignages. L'adresse mail, je la remettrai, mais en tout cas, c'est quatrième voie-du-bas hva@yahoo.com. Si j'y pense, lors de la mise en ligne de la vidéo, je la mettrai dans la description. Sinon,
vous la trouverez dans d'autres, de vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne digestion de ce partage très riche. À bientôt.